Et bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir sur ce nouveau stream de la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats sur Twitch. On se retrouve donc pour une petite émission rétro, ça s'appelle Ligue 1 Legends. C'est une émission qui va nous permettre de vous partager notre passion, notre nostalgie, mais aussi toutes les images d'archives de la Ligue 1 de ces 10, 20, 30 dernières années. On va voir toutes les images, des chroniques, des débats. On va revivre ensemble ça à chaque fois, tous les week-ends. On va se faire bien plaisir. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous appellerez ça le football de vos grands frères. Pour les boomers comme nous, clairement, bon, ça vous fera une petite gifle de nostalgie. C'est plutôt pas mal, je pense. Surtout en ce moment assez compliqué pour notre football. Et je ne pense pas qu'Adri dira le contraire. Salut Adri. Salut Alex, bah ouais, petite Madeleine de Proust en replongeant dans cette Ligue 1 d'antan, mais beaucoup de plaisir, retrouver ces grands buteurs, ces maillots larges, ces stades à l'ancienne. Franchement, un vrai kiff de pouvoir débarquer sur League of Legends. Adri, que vous connaissez peut-être déjà sur le pseudo de Scipionista sur Twitter, que vous avez peut-être déjà entendu dans le podcast Formation FC. Nico avec son beau maillot du PSG de l'époque, de la saison exacte, 2003-2004, celle que l'on va traiter aujourd'hui. Bravo, on apprécie l'effort vestimentaire. Comment ça va, Nico ? Bah écoute, ça va, toujours dans le détail, comme tu l'as dit, petite Madeleine de Proust, moi c'est carrément le paquet de Madeleine de Proust cette saison-là, la saison pour moi la plus belle de l'histoire de la Ligue 1, la plus légendaire, et je pense qu'on va vous expliquer pourquoi. Bah, c'est vrai que quand on a décidé tous ensemble de quelle saison on allait traiter pour cette première, la saison 2003-2004 est un peu apparue comme une évidence, tant elle nous a marqué et tant elle était belle. Max, je pense que tu es d'accord aussi avec nous. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien Alex, ravi d'être parmi vous pour cette première de Ligue 1 Légende. Alors la plus belle, je sais pas, mais une qui m'a marqué particulièrement, notamment grâce aux exploits de Didier Drogba que je regardais avec mes yeux d'enfant quand j'étais tout petit, ça c'est une certitude. Bon, je termine les présentations. Donc, on a Max Vandrel sur Twitter, créateur de Ultimo Diez. On a Nico alias Chouchki sur Twitter, créateur du podcast Les Seuls Tips. Et moi-même, que vous avez peut-être déjà vu sur YouTube, sur Twitch, avec notamment notre émission Kick-Off. Ceux qui connaissent Kick-Off connaissent déjà toute l'équipe. Grosse rétro sur la saison 2003-2004. J'espère que sur le chat, en tout cas, vous êtes bien réveillés. On va attendre un petit peu avant de démarrer réellement l'émission. On va discuter un petit peu parce que là, on sait, c'est 10h30, c'est le matin, il vous faut encore un petit peu de temps, le temps d'aller se chauffer un dernier café et de s'échauffer. Bon, ce qu'on vous propose, d'abord, c'est de discuter un petit peu. N'hésitez pas, vous, sur le chat, nous donner un petit peu, de suite, quel est votre premier souvenir par rapport à la saison 2003-2004 qui vous vient à l'esprit. Et vous, les gars, j'aimerais bien savoir, en préparant cette émission, parce que les souvenirs, bon, on le sait, on a quand même préparé nos sujets, mais est-ce qu'il y a un joueur où vous avez dit « Ah mais ouais, je l'avais complètement oublié ce mec ». Moi perso, c'est quand j'ai vu qu'il était le successeur entre guillemets de Didier Drogba à Guingamp et je vois Nicolas Gousset. Alors lui, pour le coup, je me suis dit, je l'avais complètement sorti de mon esprit. Je sais pas vous, qui vous a fait cet effet-là ? Ah, Chouki Ben Saada et Alexandre Frutos. Franchement, quand j'ai revu leur blase, ça m'a fait quelque chose parce que c'est des joueurs que t'avais pas l'habitude de... Enfin, tu suivais pas spécialement leur carrière, mais par contre, quand tu les as vus en préparant l'émission, forcément, bah, tu repenses directement à eux et ça a contribué à la Madeleine de Proust, quoi. Donc, Chouki, Alexandre, si vous nous écoutez, bienvenue, on va parler de vous là pendant 2 heures. On va peut-être pas parler pendant 2 heures d'Alexandre Frutos par contre. Calme-toi, la nostalgie a ses limites. Putain, j'étais prêt moi. C'était Alexandre Frutos et son blast de yaourt. C'est vrai que je l'avais complètement oublié lui aussi. Mais après, t'en avais d'autres, et c'est là où moi j'ai pris une claque, c'est de me dire, ok, on avait Bernard Diomède et Benoît Coé qui étaient revenus pour leur fin de carrière, c'est respectivement à Ajaccio et Bastia, de mémoire. T'avais Patrice Loco aussi à Ajaccio. À Montpellier peut-être même, non, ou à Ajaccio. Il me semble que c'était à Ajaccio, ou peut-être qu'il fait un transfert en cours d'année alors. T'avais une paire de briscards comme ça, ex-internationaux, et qui sont venus terminer leur carrière dans notre bonne vieille Ligue 1 pour donner des petits coups de pouce aux petits clubs. Donc j'ai trouvé ça ultra cool. C'est des choses qu'on voit peut-être un peu moins maintenant. Premier souvenir pour Reda, le Monaco-Lyon de janvier 2004. Voilà, on était clairement sur le gros tournant de la saison quasi. Non, quoique, pas tant un tournant au final. Un tournant. On peut croire que c'est un tournant parce que c'est un 3-0, c'est une claque. Julie, Morientes qui font extrêmement mal à une défense lyonnaise qui ce soir-là n'était pas inspirée. Et on se dit, je crois que c'est l'un des premiers matchs après la trêve.
On se dit que Monaco, à ce moment-là, met un petit coup de massue à Lyon, et pour l'OL, ça va être très très dur de revenir. Mais on va découvrir plus tard que ça n'a pas été forcément le cas. Mais c'est un très très joli souvenir. Moi, si tu me permets, Alex, sur les souvenirs, les joueurs que j'ai redécouverts, par exemple Laurent Perlade du côté du Mans, du côté de Nantes 96, on l'avait vu. Mais là, vraiment, il est avec le Mans sur cette première saison en Ligue 1 à 33-34 ans. Le Mans qui reviendra plus tard, et là je pense que dans les semaines à venir on aura l'occasion d'évoquer cette très belle équipe du MUC 72 et qui fait sa saison avec Pancrate, avec Daniel Cousin. Il y a une redescente, mais lui découvrir la Ligue 1 il n'a pas découvert avec Le Mans, mais justement porter cette équipe, je trouvais que c'était plutôt chouette la trentaine passée, et il avait une belle petite histoire, et je trouve qu'il y a quelques buts sympas de sa part. Après il y avait aussi quelques buts sympas du côté du Mans, quoi. La triplette devant, Fanchon, Cousin, Pancrate. On n'en parle pas beaucoup, mais quand même c'était quelque chose à l'époque, hein. Bah ouais, c'est sûr, et je crois que c'est une équipe qui a mis énormément de temps à démarrer en plus son championnat. Je crois que la première victoire elle arrive à la 12e ou 13e journée, mais je pense que ça a été un apprentissage utile pour eux. Ensuite les dirigeants sartois ont extrêmement bien taffé leur mercato. On a pu voir tous les graffités et tout le Demelo et Bacha, et je pense que cette première expérience, tu l'as dit, avec un Daniel Cousin qui était plutôt inspiré, hein. Je trouve qu'il y a Ronaldo Gabonais. Ronaldo Gabonais, exactement. Le Batistuta sartois qui a des déplacements extrêmement intelligents, je trouve, et ouais, franchement, ils se sont pas maintenus, mais c'était une belle première expérience en Ligue 1. Et pour le coup, ce qui était cool aussi de se rendre compte, c'est qu'on avait 2 clubs corses. C'est un peu sorti, pour nous, c'est un peu sorti de notre quotidien depuis quelques années. On en a eu un pendant longtemps et puis après plus du tout. Et c'est vrai que là, on a redécouvert, alors peut-être que les plus jeunes du chat découvrent le Sporting Club de Bastia en Ligue 1, qui pour le coup remonte échelon après sa descente administrative. Mais effectivement, il y a pas si longtemps que ça, on avait deux clubs corses en Ligue 1. On a même eu le Gazélec quelques temps plus tard. Donc la Corse faisait vraiment partie du paysage footballistique, un petit peu plus que maintenant en tout cas. D'ailleurs, il y a un message sur le chat qui nous rappelle que Ben Saada, dont on parlait tout à l'heure, joue encore à Bastia du coup aujourd'hui. Il est revenu, est revenu, et je crois même qu'ils vont remonter en Ligue 2 l'an prochain. Ils sont bien partis. Ils sont vraiment pas loin en national. Ouais, ils sont très très bien placés pour accéder à la Ligue 2. Ça se joue peut-être dans le prochain match ou le suivant, ça peut le faire pour eux. Je crois qu'ils ont 15 ou 16 points d'avance sur le troisième, les 2 premiers qui montent. Je crois même que c'est déjà validé, la montée. Ils se tapent avec Quevilly, il me semble, pour... QRM, Quevilly, ok. Pour la montée en Ligue 2. Voilà pour le point information 2021. Mais Doc, on doit pas repartir en 2003-2004 ? Ah, tout à fait, Marty. Allons-y. Bon, je suis désolé, apparemment ça frise toujours du côté du stream. On est dessus, on essaie de voir ce qu'on peut faire. A priori, le son fonctionne toujours, donc vous pouvez quand même nous écouter en mode radio, tranquillement. J'espère que ça va vite revenir. Ça serait quand même sympa, surtout qu'on a on a quand même plein d'images à vous montrer. ça serait quand même dommage. On parlait tout à l'heure de l'hégémonie corse, ça me fait penser. C'était donc 2 clubs, et puis ensuite t'as eu l'hégémonie du Nord avec beaucoup de clubs du Nord. Juste avant, à cette époque-là, t'avais aussi pas mal de clubs bretons. Donc ouais, c'est bien. On va pouvoir mesurer les saisons à travers les dominations, on va dire régionales, assez souvent, et on va voir que c'est des choses qui reviennent pas mal. Et Noël Le Graët était président de Guingamp à l'époque. Oui, exact. Tout à fait. Comme quoi les choses ont changé quand même depuis une vingtaine d'années. On a compris un petit peu de galon, plus que d'autres. Je vois que l'ami Nando Chachahana qu'on salue nous parle du Sochaux de cette époque, et Nando, quand les images reviendront, on va pouvoir parler de quelques buts, notamment du duo Fro Santos. Et t'as raison de parler de cette équipe avec Mika Isabé, Pedretti, Oruma, tout ça. Et le Sochaux de cette époque pratiquait un très très beau football, et il y a quelques buts. J'étais scotché, quoi. Il y a vraiment des gestes d'attaquant, et en plus il y a une sacrée série d'invincibilité de mémoire Sochaux qui a, entre la saison 2002-2003 et 2003-2004,
2004 qui a enchaîné 29 matchs avant que je crois que c'est le PSG de Vaïd qui met fin à cette série, Nico, non? C'est pas ça? Oui, ils étaient invaincus depuis janvier 2002, je crois, à Bonal, 1 an et demi d'invincibilité, c'était vraiment une forteresse. Et là, tu m'envoies direct un premier souvenir. C'est vrai que c'était un match où t'as vu comment elle est belle la passe D? Ah, la passe D, elle est magnifique parce que c'était un match où le PSG, c'était encore en début de saison. Le PSG avait connu un début de saison assez compliqué et ça fait partie d'un de ces matchs qui sont un acte fondateur de la grosse saison du PSG parce que forcément tu réussissais une superbe performance à Bonal et ça va être l'occasion de se souvenir que Bonal était rempli de talent. Nando a cité la compo, enfin plusieurs joueurs. Je vous laisse la regarder sur le chat et vous allez voir que c'était quand même un très joli cru. Et puis, au-delà de l'effectif, c'était quand même un jeu de transition qui ferait pas lire le Liverpool de Klopp. Pour avoir revu des matchs, on était vraiment sur un jeu qui allait très très rapidement de l'avant, avec un Michael Isabé qui était une sorte de dernier passeur un petit peu magnifique, qui était capable de lâcher une passe décisive dans tous les compartiments du terrain. Et puis derrière, tu avais deux machines qui tremblaient jamais et qui étaient capables de te planter une vingtaine de pions chacun. En tout cas sur cette saison-là, et puis on l'évoquera tout à l'heure, on remontrera quelques images de leurs exploits. Et puis j'ai vu Fro et Santos dans ton tweet, j'ai pas hésité une seconde à cliquer. Non mais c'est vrai que le duo était complètement fou. Ah oui, non, mais complètement. Mais c'est vrai qu'en parlant d'Isabé, ça me fait penser à Bonal, je sais pas si vous vous en souvenez, je pense que c'est un des rares joueurs qui avait son petit cop, son fan club Isabé, tu voyais toujours la petite banderole à Bonal, fan club Isabé, et quand il marquait là avec son petit sourire et tout, il allait tout le temps vers eux, c'était assez sympa. Tu m'étonnes. Alors, j'ai quand même pris plusieurs notes, Alex, sur cette saison. Il y a un moment donné où j'ai noté Santos marque un retourné contre Guingamp sur un centre d'Isabé, le Modric de Bonal. Donc je pense que je m'étais pas trompé. Et vraiment, la comparaison, je trouve que c'est un moment, je crois qu'il fait un petit pont, il fait un enchaînement, mais vraiment avec cette coupe un peu cheveux longs, pas cheveux longs non plus, mais mi-longs. Il y a une petite similitude avec Modric, mais évidemment, on est là aussi pour exagérer, les amis. Ouais, bien sûr. Un petit peu. Faudra pardonner un petit peu notre nostalgie, mais moi, de ce que je vois sur le chat, j'ai l'impression quand même qu'il y a plus de boomers que de jeunes là. Hein. Ah bah attends, tu m'étonnes. Le rendez-vous des boomers, bienvenue sur Ligue 1 Legends. Et puisqu'on parle de footballeurs de Ligue 1 aux cheveux mi-longs et que je me sens concerné, hommage aussi à Daniel Moreira, bien sûr. Puisqu'on parle d'Isabé, pour moi, on parle aussi de Daniel Moreira qui m'a fait énormément de mal dans ma jeunesse. Et son grand duo avec Dagui Bakary. Ah là là. Ce maillot or pur, la saison précédente, quand il joue notamment en Ligue des Champions contre le Milan, c'était une beauté incroyable. Ils l'ont aussi en 2003-2004, le maillot doré. Hein. Ils l'ont encore. Ils ont le moitié sans moitié or aussi. En domicile, non, vraiment très très beau textile. Quoique un peu large, on va le voir, hein, c'était pas des maillots aussi fit et coupés qu'aujourd'hui. Ah oui, non, mais ça c'est les années 90-2000. Là, tu m'étonnes. Les maillots dry fit avec la coupe ajustée, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas ces choses-là. Hein. Ils étaient pas là pour la mode. Ils étaient clairement là pour aller se la donner sur le terrain. Tu sais, je pense tout le temps à Vaïura avec son maillot manche courte qui lui est arrivé ici là. Ah. Respecte Marama Vairua, s'il te plaît. Je respecte. J'ai pas envie de me manger un coup de pagaie par toi. On touche pas à Marama. Bon, on va quand même vous expliquer un petit peu ce qui vous attend aujourd'hui, le sommaire de l'émission. Donc, on va commencer par un sujet sur l'AS Monaco. L'AS Monaco, à l'époque où Didier Deschamps produisait le plus beau jeu d'Europe. Ouais, vous avez bien entendu. Et aussi le plus gros choke de l'histoire de la Ligue 1, je pense, hein, vu comment Monaco planait et fonçait droit vers le titre et au final l'a perdu dans le sprint final. Après, on viendra donc sur le triplé de l'Olympique Lyonnais, donc cette remontada assez incroyable. On reviendra un peu en détail sur la saison de l'OM, mais surtout sur la saison de Drogba, la seule et unique saison de Drogba sous les couleurs olympiennes et celle qui lui a donc permis de rentrer dans la légende. Et il y a de quoi, hein, on va voir les images. C'était quand même quelque chose. Et derrière, on enchaîne avec la révolution militaire de coach Vaïd au Paris Saint-Germain. Le terme est approprié. Oui, je pense. Hein. Le terme est approprié, ouais. Je pense. Et ben voilà, on va y revenir ainsi également un petit peu plus en détail
On parlera également après du duo Fro-Santos. On parlera aussi de la dernière saison de la JOCR avec la grosse équipe, les Cissé, Mexès, Boomsong, Timu Tainho, Bonaventure Kalou. Bref, ça partait dans tous les sens. C'était assez incroyable. On se fera un petit focus. On se fera un petit je pense à Kim Kallström. Et on revivra également le Rennes-Marseille, le 4-3 dans le temps. On a décidé que c'était un peu le match de la saison. Donc voilà, on a envie d'y revenir un petit peu plus en détail. Nico va nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Et après, évidemment, on a les yeux sur le chat. Donc s'il y a d'autres souvenirs qui vous viennent à l'esprit, d'autres joueurs, des actions en particulier, n'hésitez pas à nous les partager sur le chat. Avec grand plaisir, les gars. N'hésitez pas. Franchement, on est là pour partager nos souvenirs. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur l'accent nostalgique, mais s'il y a des jeunes aussi, parce qu'on espère, parmi les plus de 2000 viewers qui ont envie de demander c'était qui les joueurs marquants de telle équipe, mon équipe avant, voilà, moi je suis Porte FC Nantes, c'était qui à l'époque, n'hésitez pas, on est là aussi pour partager ces souvenirs-là. Justement, je vais leur faire découvrir le père spirituel de Kevin De Bruyne dans le match de légende, alors non pas par le style, mais parce que quand il devient rose, il devient très très fort, et vous allez voir de qui je vais parler tout à l'heure. Est-ce qu'avant de commencer, pour répondre à Bourri-Cola, qui nous demande de rappeler les 20 clubs de la saison, est-ce qu'on fait juste en 2 minutes, est-ce qu'on les cite comme ça avant de rentrer dans le vif du sujet, Alex ? Ouais, carrément, je peux même vous donner le classement. Je l'ai sous les yeux. On va l'afficher si il veut bien s'afficher de votre côté également. Moi, je peux vous donner le classement exact. Donc, c'est Lyon qui finit champion avec 79 points, suivi par le PSG. Monaco qui finit seulement 3e de cette saison, pourtant absolument incroyable pour eux. Auxerre 4e, Sochaux 5e, Nantes 6e, Marseille 7e, Lens 8e, Rennes 9e, Lille 10e, qui pourtant Lille avait fait un très très bon début de saison également. C'était d'ailleurs les prémices du LOSC de Claude Puel. On commence à voir les gens de Macoun, les Mathieu Bodmer, t'avais vraiment de belles choses. Mathieu Chalmé également. T'avais vraiment de très très beaux joueurs à cette époque-là, et le projet se mettait en place. C'était assez beau à voir à cette époque-là. Nice 11e, les Girondins de Bordeaux 12e, Strasbourg 13e, Metz 14e, Ajaccio 15e, Toulouse 16e, Bastia 17e, Guingamp 18e, Le Mans 19e et Montpellier bon dernier. Voilà pour le classement exact. Une série, je crois, sans marquer un seul but pendant 7 ou 8 matchs à un moment, alors qu'eux aussi, ils étaient pas trop mal partis dans la saison. C'était... T'avais un Habib Mamogo que t'es plutôt chaud en première partie de saison. Mais je crois qu'il termine parmi les meilleurs buteurs du championnat, dans le top 5 ou dans le top 8, je sais plus de mémoire. Mais il avait fait une saison assez intéressante, ouais. T'avais aussi des très bons joueurs du côté de Montpellier, je pense notamment forcément à Rui Pataka qui avait crucifié le PSG à l'été, justement, quand Montpellier avait bien démarré. Puis après, comme bien souvent, quand une équipe lâche complètement prise, ça a fait très très mal, et du coup Montpellier était descendu, mais un mal pour un bien quand on connaît les succès ensuite après leur reconstruction est arrivé. Après, tu parles de Babogo parmi les meilleurs buteurs, mais en même temps, le championnat des buteurs était quand même assez exceptionnel aussi à l'époque. Ah oui. La liste des buteurs est impressionnante sur cette saison-là. Et le pire, c'est qu'à l'époque, on était là, on râlait beaucoup. Moi, je me souviens. Ouais, il y a pas assez de grands joueurs, il y a pas assez de stars. La Ligue 1, c'est pas suffisamment bien. Mais quand tu regardes après coup, tu dis mais en fait, elle avait quand même une sacrée gueule ce championnat. C'était assez fou. T'avais la lutte pour le titre de meilleur buteur, t'avais Djibril Cissé, t'avais Paoletta, n'hésitez pas à compléter, tu avais Peggy Louindoula, tu avais Didier Drogba évidemment, Alexander Frey, Habib Bamogo, t'avais Vladimir Manchev également qui fait une première partie de saison avec Lille absolument incroyable. Fro et Santos. Fro Santos, le duo, ouais. T'avais Morientes, Dado Percho. Liu Boya. Daniel Luboya, ouais, exactement. Les débuts de Maolida. Mamad Niang. T'avais aussi... Tu te rends compte quand même que ce qui est ouf, c'est que tu te dis, il y a quand même 2 stars en numéro 9 en début de saison, qui sont Elbert et Morientes, et ces 2-là ne sont pas dans le top 15. Exact. C'est te dire quand même le potentiel de numéro 9 qu'il y avait eu cette année-là, et le nombre de buteurs qui avaient ultra scoré, quoi. Pas mauvais, Giovanni Elbert, mais
un peu décevant au final. Hein. En fait, hyper irrégulier. Le truc, c'est quand t'arrives avec un tel CV, tu t'attends à ce que le mec fracasse absolument tout. Et il y avait une image qui m'avait marqué, c'était justement qui résumait bien en fait la difficulté pour Elbert à s'adapter au championnat de France, c'est qu'il avait galéré à ne pas marquer pareil pendant 6 ou 7 matchs. À un moment, je sais pas si vous vous en souvenez de ces célébrations à l'ancienne là, du début des années 2000, où il enlevait l'étoile d'araignée. C'était très à la mode quand un buteur ne marquait pas pendant quelques matchs et qu'enfin il marquait, genre il se dépoussiérait et il s'enlevait l'étoile d'araignée. Et ça m'avait marqué. Mais c'est vrai que tu t'attendais pas à ce que le vrai attaquant de l'Olympique Lyonnais soit Peggy Louis Ndoula cette saison-là. Non, mais d'ailleurs, tu avais vraiment ce débat à l'époque il manque un grand attaquant à l'Olympique Lyonnais. Au final, ils avaient réussi en fin de mercato à choper Giovanni Elbert. Personne ne croyait autant en Peggy Louis Ndoula à ce moment-là. Ouais, il a pris le lead. Il a pris le lead, il était toujours bien placé sur les actions pour combiner avec Juninho, Govou, tout ça. Je trouve que Louis Ndoula, cette saison, il mérite vraiment de le mettre très très haut et il a vraiment participé activement au titre. C'est pas juste genre entre guillemets le 12e homme, le mec qui faisait sortir du banc et tout. Louis Ndoula a vraiment pris part à ce titre et franchement, chapeau à lui parce que comme tu dis, je sais pas à l'époque s'il y a par exemple des supporters de l'OL dans le chat qui étaient là déjà à l'époque à Gerland. Est-ce que quand on vous dit au Mercato 2003 Louis Ndoula arrive de Strasbourg, est-ce qu'à l'époque vous y croyez, vous dites tiens ça va être une pépite, ça va faire la différence, est-ce que vous dites ça complète l'effectif plutôt, et j'ai l'impression que c'était plutôt dans la seconde option, mais Louis Ndoula a vraiment marqué, moi je trouve qu'il a marqué de son empreinte cette saison à sa manière. C'est d'ailleurs sa meilleure saison, parce que l'année d'après, même si c'est pas celle qu'on va évoquer cette année, de mémoire il part à l'OM. Et sans être un flop, parce qu'il met une dizaine de buts, mais c'est plus le Peggy Louis Ndoula que tu as connu. Alors, il y avait le côté, il fallait remplacer Didier Drogba, et c'était une lourde tâche, mais je crois bien que c'est sa meilleure saison, Peggy Louis Ndoula, c'est 2003-2004, et qu'après ça va aller quand même relativement décrescendo. Après, c'est vrai, tu vois, c'est là où tu te dis, ok, parfois les systèmes favorisent certains attaquants, et c'est totalement vrai, mais tu vois, tout Elbert qu'il est, il n'aura pas réussi à s'imposer dans cet effectif de Lyon. Donc ça veut aussi dire que Louis Ndoula, peut-être que le système le favorisait, mais il marchait aussi également sur l'eau cette saison-là. Mais même à l'OM, on parle beaucoup de Drogba, mais et corrige-moi si je me trompe Max, mais la vraie star du Mercato, c'était Mido. Alors, c'est comme ça que je voulais introduire on garde ça pour plus tard, les gars. Si tu veux. Ça marche. Alors là, par contre, il y en a un sur le chat qui m'a sorti un joueur. Je sais pas vous, mais moi, j'en ai aucun souvenir. Je pense à Schumann Ba. Ça vous dit quelque chose ? Schumann Ba, peut-être défenseur. Défenseurs messins, peut-être, de mémoire. Alors là, pour le coup, moi, il me pose une colle. Là, pour le coup, très très bien joué. Ah ouais, là tu nous as scotché. Ouais, là, bravo, très bien joué. Morico. Là, tu nous as alors, il a inventé pour voir un petit peu. Non, Schumann Ba, défenseur du FC Metz, effectivement. Ah, tu l'avais. International guinéen. Non, mais par contre, je l'ai, mais très peu, si tu veux. C'est que ça s'arrête là, défenseur du FC Metz. Je peux pas t'en dire plus. Incroyable. Nicolas, parle-nous Franck Signorino. Voilà. Tu vois, là. Ah, Jonathan Gégère, déjà, par exemple, oui, ça, je m'en souviens. Oui, ça, oui. Meilleur qu'Eren. Disons qu'il chialait moins. Quand je dis Benzema, je parle de l'attaquant tueur type qui était Karim. Ah oui, non, d'accord. C'est parti sur un débat parallèle avec Karim Benzema, mais on n'y est pas encore là avec Benzema. On n'y est pas encore. On y viendra un jour. Mais il y a encore ramasseur de balles à cette époque. Il est pas si jeune que ça en 2003-2004 quand même. Benzema, là, il est en U19. Là, c'est sa dernière année de U19, si je dis pas de bêtises. Ouais, il doit pas trop. Je pense qu'il tarde pas à sortir juste après, Karim Benzema. Il gagne 2 saisons après, je crois. Il gagne le championnat d'Europe à la fin de cette année-là, avec les U17. Donc on commence avec l'AS Monaco de Didier Deschamps. Adri, tu voulais nous en parler un petit peu plus en détail parce que c'est quand même le plus gros choc de l'histoire. On parle d'une équipe absolument merveilleuse en première partie de saison et même sur la deuxième partie de saison, c'est pas horrible, mais il y a ce parcours en Ligue des Champions qui vient totalement les plomber au final.
C'est vrai que ça peut les plomber, mais en même temps, je pense que les supporters monégasques se souviennent de cette aventure incroyable avec le Real Madrid, Chelsea, cette défaite malheureusement contre Porto. Pourquoi ça a marqué les esprits, cette équipe de Monaco? Parce qu'elle a fait rêver, je pense, un peu les Français. Je pense qu'à cette époque, en plus, c'était la Ligue des Champions gratuite. Le rendez-vous 20h45 TF1, il était pris. Et cette équipe de Monaco était extrêmement attachante parce que tu avais des beaux joueurs à avoir joué. Forcément, tu as des indispensables, Julie, Bernardi, Zico, Sroten, mais devant, tu avais des attaquants. Et encore, Nanda a manqué une grande partie de la saison. Mais purée, le duo Percho-Morientes, et surtout Fernando Morientes, Max l'a dit, il termine pas dans le top 15 buteurs. Mais au niveau de ce qu'il dégageait, ce qui m'a marqué, c'était le jeu de tête notamment. Sur corner, c'était une arme redoutable. Cette équipe de Monaco, elle a fait une première partie de saison très propre. Et même, on l'a dit, il y a ce tournant avec ce qu'on pensait être un tournant avec le Monaco-Lyon, où Monaco s'impose 3-0 et met l'OL, je crois, à 8 points. C'était la 20e journée. Et tu te dis qu'à ce moment-là, l'avance, elle est confortable. Et finalement, il y a eu des petits accros. Je crois qu'il y a une défaite contre Ajaccio notamment. Il y a plusieurs... Le calendrier s'enchaîne mal. Didier Deschamps a un peu de mal à faire la rotation parce que la Ligue des Champions, comme on a pu le dire, bouffe pas mal d'énergie. Et Monaco, finalement, choque tout simplement, alors que je pense qu'elle était quand même destinée au titre à mi-saison. Et c'est regrettable parce que certes, il y a eu le titre de 99-2000, mais cette génération-là aussi méritait un titre vu ce qu'elle produisait en première partie de saison au niveau des enchaînements. Et je pense personnellement, sur les images que j'ai pu revoir, en décortiquant tout ça, que Ludo Giuli était le meilleur joueur de la première partie de saison. Il était incroyable. Franchement, c'était le playmaker, il faisait des différences. Forcément, ce but contre Lens avec ce retourné, ce ciseau, je sais pas trop comment on peut le dire, sur un centre de Roten qui est tout simplement fabuleux. C'est un pur geste de joueur de foot qui sent très très bien le coup. Et voilà, c'est un joueur aussi, je crois que le match au parc qui fait extrêmement mal. Et voilà, derrière, il y a eu un peu de mal enchaîné, mais en première partie de saison, ce Monaco-là était époustouflant, ouais. Il roulait. Là, je vois surtout beaucoup de messages sur le chat pour la blessure de Shabani Nonda. On sent le traumatisme encore bien présent pour beaucoup. Ouais, parce que je pense vraiment que Pierre Fanfan, ce jour-là, va sans doute découper un talent, en fait, parce qu'il y a eu clairement un avant et un après blessure pour Shabani Nonda. Ouais. Je pense aussi que l'absence de Nonda a pesé dans le calendrier de Monaco, parce que, comme on va l'expliquer, ils ont eu cette saison-là une épopée juste exceptionnelle en Ligue des Champions, et je pense que le choc en Ligue 1 est extrêmement dû à ça. Après, voilà, sur les images que vous pouvez voir si ça fonctionne, ça a été supplié. On parlait de Morientes, mais t'as des bailleurs qui étaient également là, qui commencent à émerger. T'avais, on en a parlé d'Ado Purcho, qui était toujours là, et puis le jeu de... Sur coup de pied arrêté, cette équipe était juste monumentale. Quand t'avais un type comme Jérôme Roten et son famoso pied gauche, qu'on connaît tous si bien quand il commente les matchs, il était réellement magnifique, son pied gauche. Et c'est vrai qu'il nous le vend encore très bien. Ah oui, non mais il le vend super bien. Il était d'ailleurs en photo de profil de ses réseaux sociaux, son pied gauche, tu vois. Donc ça en dit long. Mais c'est vrai que tu avais une qualité qui était exceptionnelle de ce Monaco-là. Et puis tu avais... Quand tu te penches un peu sur l'effectif de ce Monaco, tu comprends pourquoi il y a eu une telle époque. T'avais la charnière Givet qui augmentait, qui montait en puissance de match en match avant forcément de s'effondrer, mais je pense par la fatigue. T'avais des Patrice Evra qui émergeaient réellement aussi cette saison-là. Julie, on en a parlé. Hugo Ibarra, on le cite sur le chat. Hugo Ibarra, si je dis pas de bêtises, il perd d'ailleurs la finale de la Ligue des Champions contre son club. Il est prêté par Porto, c'est ça. Par Porto cette saison-là. Tout à fait. Et quel prêt super prêt. Et puis tu le connais. C'est bien que tu aies préparé cette intro de chronique, Adri, puisque entre le choc d'un titre, tu t'en sais quelque chose avec Bordeaux, et puis tu avais aussi Jaroslav Plagil, du coup, qui était déjà là à Monaco.
Et, Ouais, Plasil, le 12e homme, qui était vraiment très très bien sur plein de séquences qui commençaient à comprendre. Et d'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a une des vidéos de Deschamps en Ligue des Champions, je sais plus si c'est contre Chelsea ou contre Real Madrid, il fait « Oh, faut pas déconner là !» Et on voit la tête de Plasil, tout poupon. Je sais pas si vous vous en souvenez de cette image, vraiment, Plasil qui a gardé ce visage un peu d'enfant par la suite. Ah bah jusqu'à 40 ans, il a eu la même tête. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que tu n'avais pas un trentenaire en fait. Que ce soit dans les cadres ou dans les joueurs les plus utilisés, tu n'avais pas un trentenaire. Le plus vieux, c'était Flavio Roma. C'était Roma, ouais. Et il avait 29 ans. Les autres, on les a cités. Patrice Evra, 22. Plasil, 21. Gaël Givet, 21. Jérôme Roten, qui était parmi les plus vieux, avec Julien Rodriguez, 25. Rodriguez, combien? Julien Rodriguez, 25 ans. Ah ouais, même lui, je pensais qu'il était un peu plus vieux. Non, il était jeune encore. Ça m'a surpris. Les plus vieux, au final, c'était effectivement Hugo Ibarra, Morientes, Zikos au milieu de terrain, mais le reste, on était sur une bande qui avait entre 20 et 25 ans. Edouard Cissé avait quel âge? Il y en a beaucoup qui le rappellent également là sur le chat, notamment Chris Den. 25 ans. 25, ouais. Incroyable. Parce que c'est vrai que lui, il avait un peu ce rôle de taulier, même s'il n'était pas un titulaire indiscutable, mais c'est vrai qu'en fait, il n'était pas non plus bien vieux, Edouard Cissé. Hein. Depuis qu'il avait 20 ans, Edouard Cissé, ça a été un taulier. C'est assez fou. Partout où il est passé. Je me souviens, à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, on avait le droit à Jean-Michel Larquet qui nous rappelait le Palois, Edouard Cissé. Je sais pas pourquoi il se sentait toujours obligé de le préciser qu'il venait là. C'est toujours très drôle, bref. Mais c'est là où tu te rends compte, et c'est peut-être là qu'a rendu aussi cette équipe relativement attachante, c'était les débuts aussi de Didier Deschamps. Alors les débuts non, mais c'était sa première équipe, c'était sa première épopée, lui qui jouissait d'une cote de popularité quand même assez importante en France, et puis ils étaient jeunes, donc le côté Ligue des Champions gratuite forcément a fait que tous ces joueurs-là, on a grandi avec eux et on a vibré avec eux. Peu importe si on était monégasque ou pour l'AS Monaco de près ou de loin. Alex, oui. Même toi en tant que Niçois, est-ce que cette épopée monégasque, ça t'a fait quelque chose à l'époque ou pas? Ou est-ce que tu vas te trahir auprès de tes collègues niçois? Non mais alors moi là j'aime bien mettre dans l'embarras. Il me met directement dans les cordes, on apprécie. Non, pour le coup, franchement, ça a fait partie de ces équipes qui m'ont vraiment marqué. La qualité de jeu et les joueurs qui étaient sur le terrain, même si forcément du côté de Nice, on avait un petit peu du mal avec la réussite de Patrice Evra, on avait un peu eu du mal avec la façon dont il était parti à Monaco. Mais après... cette équipe de Monaco était tellement impressionnante et tellement agréable à regarder jouer. Tu pouvais pas la critiquer. Après, forcément, nous, on était quand même contents. Quand on leur met des bâtons dans les roues pour le titre avec un penalty, c'était Mélin, je crois. Je sais plus si c'était Mélin ou si c'était Lasland. Ouais. Attends, le penalty à la dernière minute, à Louis II, c'est Poussin Messin. C'est Mélin, mais je crois que c'est Lasland qui le provoque. Bon, évidemment, c'est assez jouissif pour nous. Mais c'est vrai que non, cette équipe, je connais le 11 type par cœur, elle était incroyable. Elle était juste incroyable. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment l'une des plus belles équipes de Ligue 1 que j'ai jamais vues. Je sais pas vous, mais... C'est l'une des équipes qui a fait le plus l'unanimité. En tout cas, en fait, auprès du grand public. Ouais, parce que je pense que vraiment, alors déjà, t'as une énorme fanbase monégasque actuelle qui est tombée amoureuse de l'ASM à l'époque où justement il y a eu cette fameuse épopée. Mais il n'y a pas que l'épopée, c'est-à-dire que les joueurs avaient un charisme. Je pense notamment à Ludo Giuli, tu vois, tu t'attachais à des joueurs comme ça. Et puis, le fait est, encore une fois, le match 20h45 sur TF1, t'étais devant. Je me souviens aussi d'une une qui m'avait marqué de l'équipe avec Giuli en pleine page, une fois qu'ils avaient sorti le Real Madrid en Ligue des Champions. Et forcément, c'est ce genre de choses qui contribuent à t'attacher à une équipe. Parce que c'était pas aussi une équipe où Monaco n'a pas dépensé des 1000 et des 100 à cette époque-là. Ils avaient vraiment ciblé et construit leur effectif pour pouvoir être performants tout d'abord en Ligue 1, puis en fait ça s'est transformé en énorme épopée, et c'est pour ça que je peux comprendre le choc de fin de saison. Il y avait trop d'énergie dépensée, c'est pas pour rien qu'ils finissent tous sur les rotules, ouais. L'influx nerveux, et on le verra sur une autre équipe qui a fait une saison moins bonne de base et qui était pourtant promis à aller un peu plus haut, ce qu'est l'Olympique de Marseille, mais qui a eu des soucis un petit peu extra-sportifs également au cours de la saison. Mais l'influx nerveux des compétitions européennes, à l'époque en tout cas, jouait beaucoup quand même sur la capacité à tenir 38 journées en Ligue 1.
Non, mais totalement. En plus, moi, en parlant de Bordeaux, Bordeaux termine 12e, mais cette saison-là fait un petit parcours en Coupe UEFA en perdant contre, désolé Max, mais ça a été notre cas portugais contre le Valence de Mista et de Vicente. Et à l'époque aussi, Bordeaux termine 12e, mais c'est vraiment pas une saison folle parce que on n'a pas bien préparé le poste Paoletta. Il y a Bob qui part au bout de 10 journées. On sent que l'équipe est vraiment en fin de cycle et que ça a du mal à redémarrer, même si Darcheville, Riera, Fainduno font plus ou moins leur saison, mais pareil, Bordeaux fait un parcours en Coupe d'Europe avec justement une génération qui commence à émerger, les Chamac, Planus, Mafouba, et c'est vrai que la Coupe d'Europe, même à niveau Bordeaux qui fait juste entre guillemets un quart de finale de Coupe UEFA, et encore pour une équipe de Ligue 1, quand on se replonge sur les années suivantes en Coupe d'Europe, c'est pas si mal. C'est l'influx nerveux, l'énergie, il y a eu aussi du mal, et c'est pour ça que l'équipe termine un peu dans l'anonymat, une 12e place. C'était une époque où Bordeaux, je m'en souviens, c'était du tout ou rien. Soit ils faisaient une putain de saison, soit ils faisaient une saison anonyme. C'était assez bizarre, c'était en alternance. Je crois que vraiment que c'est une des premières saisons depuis je sais plus quelle année, mais que Bordeaux termine hors du top 6. Enfin, Bordeaux avec Bob a toujours une espèce de régularité. Il y a forcément eu le titre de 99. T'as eu la saison précédente, 2002-2003. Et c'est peut-être là aussi, c'est un tournant où tu rates la Ligue des Champions, justement à une différence de but contre l'OM, je crois, alors que l'équipe tourne vraiment bien devant avec Savio, qui était prêté par le Real, Fainduno, Darchi Paoletta. C'est la DES également, non? Celades arrive l'année suivante, je crois. Au milieu de terrain, c'est toujours Smertin et Eduardo Costa, le duo qui est cassé. Et en fait, tu as un mercato 2003-2004 à Bordeaux qui était intéressant. Je trouve qu'il y avait des coups comme Riera, Celades, mais aussi Pochettino derrière qui part ensuite à l'Espagnol Barcelone. Et David qui est un peu la recrue star et qui sera plus ou moins un flop malgré 2-3 buts en début de saison. Mais Bordeaux a vraiment eu du mal à faire le poste Paoletta. Peut-être que si l'équipe avait été en C1, il y aurait eu du mieux. Mais il y a eu du mal à enchaîner, ouais. Pochettino qui était un petit cadeau de remerciement pour l'homme qui est floqué derrière ce maillot-là. Ouais, merci. Moi, j'ai quand même envie de revenir là sur Monaco et de poser une petite question d'un point de vue un petit peu philosophique pour comprendre un petit peu ce que nous propose Didier Deschamps aujourd'hui, parce qu'on le critique beaucoup pour son pragmatisme, son jeu assez défensif. Et là, si on se remémore cette saison, c'est une saison full offensif, du spectacle, ça a roulé sur quasiment tout le monde en Europe pour au final perdre la Ligue 1 et perdre la Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'y aurait pas un traumatisme du coup vis-à-vis de cette saison, et c'est ce qui l'aurait poussé justement à plus de pragmatisme? La théorie se tient, non, quand même? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que pour le coup, c'est vrai que notamment en première partie de saison, il y avait des scores fleuves, des clean sheets. On voyait vraiment un Monaco resplendissant, et le fait que ça n'aille pas au bout pour quelqu'un qui est ultra compétiteur comme Didier Deschamps et que véritablement il n'en retire rien si ce n'est une satisfaction personnelle d'avoir fait très bien jouer son club sur une saison, d'avoir emmené Monaco en finale de Ligue des Champions, je pense que pour lui c'est plus une défaite qu'une victoire cette saison-là, clairement, parce qu'au bout t'as rien. Et sans dire que ça a influé sur tout le reste de sa carrière, peut-être qu'à un moment donné, là aujourd'hui on est sur l'exact opposé, c'est-à-dire qu'il gagne sans produire de jeu, mais à un moment donné, peut-être que ça lui est quand même relativement resté en travers de la gorge, parce qu'on se rappelle que quelques années plus tard, le titre de l'Olympique de Marseille, tous les matchs ne sont pas flamboyants, loin de là. Et c'est parfois même les compétitions européennes qui donnent un petit peu de sel à des saisons un peu tristes. Donc, il y a peut-être un avant et un après passage à Monaco. T'as raison, Alex. Ouais, tiens, Reda, là, mon pote Reda qui est là, salut, qui vient me confirmer que Celades était déjà là en 2003-2004 à Bordeaux. Hein. Oui, il était là, Celades. C'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit c'était par rapport à quand on parlait de la saison 2002-2003 avant. Ah pardon, alors c'est moi qui t'avais mal compris. Pardon. Non, pas de souci. Il est prêté par le Real Madrid et aujourd'hui, je crois qu'il est devenu entraîneur des espoirs. Il a fait une petite pige à Valence, mais ça fait plaisir parce qu'il a passé qu'une seule saison en Ligue 1. Mais je suis content que Reda s'en souvienne parce que je trouvais que le joueur était plutôt élégant et j'aurais voulu le voir continuer à Bordeaux un peu plus, comme Savio. David, une catastrophe absolue, mais qui avait pas si mal commencé au début d'ailleurs avec Bordeaux.
Non, mais c'est ça, il met un lob, je sais plus si c'est contre Auxerre ou quoi, un lob ou contre Guingamp, mais on se dit à ce moment-là, ce mec, il est pas mal quand même et tout. Et en fait, ça a été un flop, il a disparu et Darcheville a vraiment pris le lead après de l'attaque. Et quelques années plus tard, je vois un match de Ligue des Champions Fenerbahçe-Chelsea, je m'installe devant et je vois un mec qui met une minace de 25 mètres en quart de finale Ligue des Champions contre le Chelsea, Petrovic, Lampard et tout. Et je vois David et je fais, oh non, on me dit pas que c'est lui. Et si, le mec a été un choc à Bordeaux qui marque en quart de finale Ligue des Champions. Comme quoi, tout est possible. Moi, Bordeaux, cette époque de... Bordeaux, forcément, ça m'évoque... les premiers noms qui me viennent, c'est Djemali. Ah ouais, David Djemali. Direct. Ouais, David Djemali. Franck Jurietti. Jurietti, bien sûr. Mais vraiment, pour moi, c'est Djemali. Et t'avais aussi Albert Hira. Kodjo Afanou aussi, je me souviens. Kodjo Afanou, bien sûr. Non, mais il y avait des joueurs attachants à cette époque-là. Djemali qui, des fois, ne maîtrisait pas tellement ses tacles et emportait tout sur le terrain, mais qui a fait ses saisons à Bordeaux, qui a été vraiment très régulier. Et je crois qu'il a terminé sa carrière du côté de Grenoble, si je ne m'abuse. Et question intéressante là, justement, c'est de là, en plus, c'est là où je voulais en venir avec ce sujet Monaco. C'est Nachibi qui la pose, du coup, merci. Vous préférez ce Monaco-là ou celui du titre de 2016, et j'irai même plus loin, ou celui du titre de 2000, parce que celui de 2000, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, ce sera un des sujets de la prochaine émission. Petit spoiler, mais c'est vrai que quelque part, il y a un décalage en fait entre l'impression de puissance de ce Monaco et le fait qu'il ne gagne rien derrière. C'est compliqué. Je pense, pour répondre à la question, très franchement, en termes de force pure et d'effectifs intrinsèquement forts, je pense que le Monaco de 2000 est le plus fort, à mon sens. Ensuite, en deuxième position, je placerai le Monaco du titre de 2017, parce que non seulement ils sont champions, mais en plus de ça, ils font quand même une épopée phénoménale également en Ligue des Champions, où tu as eu une adjonction de talons qui se révèle, et forcément, ça t'émerveille encore. Et en troisième position, je placerais ce Monaco-là, parce qu'effectivement, il faisait rêver, le jeu était magnifique, le jeu était léché, effectif très jeune, mais place du couillon, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. D'ailleurs, je crois qu'il loupe la qualification en barrage la saison d'après. Donc le Betis-Séville, non? Ouais, contre le Betis, exact. Ouais, mais en même temps, ils se font quand même bien saigner également au mercato. Clairement. Et puis, non, j'ai perdu le fil. Mais pour répondre à ta question, le Monaco de 2000, il suffit de citer quelques noms. Fabien Barthez, Marcelo Gallardo, Marco Simone, Trezeguet, oui voilà, plus ceux qu'on connaît plus naturellement, Trezeguet, Martin Djetou, Philippe Cristanval, Rafa Mexes. Non, et les débuts de Willy Sagnol aussi. Rafa Marquez. Marquez, ouais. Rafa Marquez, pardon. Rafa Mexes. La petite fusion là. C'était peut-être ton défenseur idéal des années 2000 après, Max. La fusion des deux défenseurs, je mais ceci dit, ça donnerait quand même un défenseur assez incroyable, je pense. Avec des cheveux longs. Ouais, on en revient toujours aux cheveux. Quoi qu'il arrive, cheveux longs, ouais. Ah ouais. Mais tu pouvais pas être un bon défenseur et ne pas avoir les cheveux longs à cette époque, c'était pas possible. 90-2000. T'avais Franck Leboeuf quand même. Pardon? Franck Leboeuf, t'en avais pas. Ouais. Mais nous, parmi les meilleurs? C'est un débat parallèle, c'est pas le moment de le faire. Nous, au PSG, on avait Yepes, et donc il jouait à Nantes à cette époque-là, et c'est vrai que Yepes, je le kiffe, mais il a fait sa réputation juste sur ses cheveux et ses tacles. Hein. Daniel Van Buiten à Marseille. Van Buiten, ouais, qui avait la Sorin. Sorin, quel joueur, le talisman, on va en parler d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Moi, Alex, si tu veux, en fait, je me pose la question sur quelle place pour ce Monaco dans l'histoire, et je me dis, est-ce que finalement, comme on est un peu des romantiques et tout, on n'a pas envie de lui laisser cette place avec les Essi, parce que voilà, on se dit, si Nonda avait fait toute la saison, et si l'équipe avait tenu physiquement, j'ai l'impression que ça a quand même laissé des gros souvenirs, et tu bats le Real Madrid des Galactiques, et derrière, il n'y a pas de titre, c'est ça aussi le Chelsea de Ranieri qui a été racheté cette saison-là par Abramovich, qui avait déjà des beaux joueurs comme Hasselbank et Grondker, et je pense Lampard était déjà là. T'avais Crespo également. Ouais, c'est vrai. Et non, c'est vrai que ça laisse un sentiment de frustration, mais on se dit en même temps, c'est peut-être ça aussi la beauté du sport, du football, c'est qu'on aime ces perdants-là, et ce Monaco-là était un très très beau perdant.
D'ailleurs, Reda sur le chat nous précise que l'année d'après, donc 2004-2005, Monaco se qualifie en Ligue des Champions et c'est l'année ensuite qu'ils se font sortir par le Betis en barrage. Merci beaucoup les chats. Merci pour la précision les gars. Du coup, on peut passer au sujet suivant. On va passer un petit peu sur l'OL. Forcément, ça a été l'autre très grande équipe de cette saison. L'OL qui pourtant, si on prend l'ensemble, après c'est peut-être un avis très personnel, hein, n'hésitez pas à me contredire, mais si on prend l'ensemble des équipes championnes de l'OL, c'est peut-être l'Olympique Lyonnais le moins impressionnant. C'est peut-être celui qui a donné le moins cette impression de toute puissance sur la Ligue 1, mais qui au final a totalement brillé par sa régularité, malgré quelques petits défauts. Mais ça a tellement brillé par la régularité qu'au final, ils ont réussi à coiffer l'ASM de Deschamps. Ouais, ils ont réussi à coiffer l'ASM de Deschamps, mais je suis pas totalement d'accord sur le sentiment de supériorité. C'est vraiment à mettre au crédit de la concurrence en Ligue 1 et de la fabuleuse saison 2003-2004. Parce que c'est un truc tout bête, mais tu prends le total de points de Lyon cette année-là, bah, c'était leur record à cette époque-là, à ce moment-là. Ils avaient jamais atteint 78 points en championnat. D'ailleurs... le nombre de points élevé, le nombre de points total du premier, deuxième et troisième était extrêmement élevé pour un championnat et d'autant plus la Ligue 1. Je pense surtout que Lyon avançait masqué dans le sens où c'était une équipe qui était déjà double championne de France en titre, qui avait un effectif extrêmement bien huilé, extrêmement bien adapté. Et je me souviendrai toujours de quelque chose que m'avait dit mon prof de maths à l'époque. Je me souviendrai toujours de quelque chose. Quand on parlait forcément football et tout, on avait un prof de maths au collège qui était très fan de football, qui était également fan du PSG. Et quand on parlait des pronostics de qui sera champion et tout, moi, il me disait, et c'est à cette époque-là que j'avais compris l'utilité et l'importance d'un banc parce que j'étais jeune encore, il me disait non, le PSG pourra pas être champion et Monaco pourra pas être champion, ça sera Lyon qui sera champion. Je lui dis pourquoi il fait, parce que Lyon a un banc, Monaco a trop d'énergie dépensée en Coupe d'Europe et le PSG a un 11 type avec 2-3 joueurs clés, mais ils vont arriver lessivés au sprint final. Force est de constater que ce prof de maths, Monsieur Petro, si tu m'écoutes, que je salue, connaissait bien le ballon et avait raison. Voilà. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé tout à l'heure, mais pour Monaco, outre le fait donc qu'ils aient laissé beaucoup d'énergie, que ce soit physique ou mentale, dans cette Ligue des Champions, je pense aussi que le manque de cadre a aussi certainement joué un rôle, parce que le fait effectivement que tes joueurs les plus expérimentés aient 25-26 ans, ça doit jouer justement dans ces moments un petit peu compliqués. Je pense que c'est ça. Je pense que ils les ont eu à l'expérience, la véritable expérience du champion. Alors, on n'était pas, encore une fois, et ça m'a surpris relativement, parce qu'on n'était pas non plus sur un effectif extrêmement vieux à l'époque. Néanmoins, tu sens dans le sprint final qu'il y a certains joueurs qui sont, comme on dit en NBA, clutch. Tu vois un Juninho qui fait une deuxième partie de saison assez incroyable. Et là où moi, je pensais vraiment qu'il y aurait pu avoir un déclic, et que peut-être la course allait être lancée, c'est après le fameux OL-OM où Kamel Meriem marque à la dernière minute et permet à l'OM de gagner 2-1. Là, je me dis, peut-être, tu vois, peut-être que... Et au final, pas du tout. Parce que jusqu'à la défaite avant-dernière ou dernière journée, je sais pas, Nico, tu pourras me confirmer, contre le PSG. L'avant-dernière journée, 37e, ouais. Qui ne compte quasiment plus pour rien. Et ben ils ne font que gagner, alors que les autres commencent un petit peu à patiner. Et je pense effectivement que cette histoire de banc et de turnover et d'effectif global leur a permis d'être facilement. Au final, pas si difficilement champion que ça, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment un effectif assez pléthorique. Là, il y a Rowasoul sur le chat qui nous dit qu'il y avait un milieu de haut niveau à Lyon: Juninho, Essien, Diarra, Eric Carrière et Vikash Dorasso. On en revient au banc. On en revient effectivement au banc, parce que c'est vrai que quand on préparait l'émission, on essayait de définir quel était exactement le 11 type de l'Olympique Lyonnais, et en fait c'était très compliqué parce que ça tournait quand même beaucoup, et notamment au milieu de terrain, sauf que même en faisant tourner, ça restait une machine parfaitement rodée. C'était assez incroyable. Et tu as notamment le rôle de Vikash Dorasso qui, je pense, est à souligner, qui tout au long de la saison avait élevé son niveau de jeu. C'était quelqu'un qui de base était surtout un gros récupérateur, mais qui ne se projetait pas non plus énormément, qui marquait pas beaucoup de buts, et là il nous plante 3-4 buts dans la saison, et à chaque fois ce sont de très beaux buts qui viennent faire la différence dans des matchs compliqués. Eric Carrière, à chaque fois qu'on faisait appel à lui, pareil, c'était vraiment top. Bon, après Essien qui débarque de Bastia,
bon, on a de suite vu le monstre que c'était. Mouhamadou Diarra, pareil. Enfin, le milieu était absolument incroyable. Peut-être que derrière, il y avait quelques doutes, notamment avec Jérémy Berthaud sur le côté gauche, le petit jeune, mais qui au final n'aura pas réussi à totalement confirmer. Réveillère qui est recruté, et d'ailleurs sur le Lyon-Monaco, on pense à un tournant, c'est lui qui fait une petite erreur de relance et qui permet à Ludo Giuli d'ouvrir le score, et on voit le capitaine, ça c'est une image qui m'a marqué, le capitaine Juninho qui vient le voir en disant allez, c'est pas grave petit, et c'est là où on dit qu'un cadre comme Juninho, dans une saison comme ça, t'as pas d'expérience, et c'est le cas, je pense que si t'es bien entouré, tu fais une erreur, c'est pas grave, on repart de l'avant, on perd ce match, c'est pas grave, et derrière, t'as commencé à parler des joueurs entre guillemets clutch, un Dorasso qui n'est pas connu pour ses talents de buteur, il te marque quand même un but décisif à Toulouse, une frappe de loin, il égalise dans les dernières minutes à Bordeaux sur les ultimes journée, et c'est ça exactement, c'est prendre des milieux de terrain pour à la fois avoir cette profondeur de banc, mais aussi des mecs qui vont pouvoir faire la différence. Et quand ton mercato, tu prends, c'est vrai que Lyon s'est spécialisé dans ça, c'est-à-dire recruter en Ligue 1 les meilleurs éléments chaque saison au fil du titre. T'as pris Essien à Bastia et Malouda Guingamp qui avaient fait une grosse saison tous les deux, 2002-2003, et pour compléter cet effectif qui était déjà très intéressant, je trouve qu'ils ont trouvé la bonne formule, et l'équilibre était là, et comme tu dis, tu pouvais avoir un carrière, un Dorasso qui pouvait rentrer à tout moment et faire la différence. Et c'est le rôle de Juninho également, ça me fait penser à une petite anecdote, c'est ce match à Sochaux. Sochaux, on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, qui était une équipe assez incroyable, notamment en termes de jeu, où il y a un coup franc assez lointain, tu te dis ok, c'est pour Juninho, et non, t'as Edmilson qui va, qui dit non, je le sens bien, tu peux me le laisser, il lui laisse. Il lui donne un petit conseil, et t'as Edmilson qui frappe et qui marque. Alors certes, le coup franc est assez moche, mais c'est dedans. C'est dévié par le mur, mais c'est dedans. Il y a une réussite aussi avec cet Olympique Lyonnais sur cette deuxième partie de saison qui est assez incroyable. Ouais, t'as ça. Et t'as aussi, alors là, je vais demander à mes Lyonnais sur le chat, et à vous aussi également dans l'émission, les gars, si vous pouvez m'aider. Je crois que c'est cette saison-là où il y a eu justement un repositionnement de Juninho qui évolue beaucoup plus haut les saisons précédentes et qui a reculé dans le milieu de terrain pour être vraiment relayeur, et justement ça a permis de libérer beaucoup d'espace, d'avoir un vrai créateur au centre du jeu, et d'avoir la sensation réelle que Lyon à un moment donné roulait sur absolument tout le monde, comme tu l'as dit, à part le dernier match, l'avant-dernier match au Parc, ils étaient devenus vraiment trop forts, et c'était une sensation qui ça me faisait penser un peu à la Juve de ces 10 dernières années, vous voyez, où t'avais la sensation en début de saison qu'il y a moyen de les accrocher, ou aux alentours du 2 tiers de la saison, tu te dis peut-être qu'il y a bataille, et en fait non, ils t'éclatent et roulent sur tout le monde les 10 dernières journées, et s'assurent des titres de champion de plus en plus précocement les saisons suivantes. C'est là où ils ont été intéressant. Après, tu as l'avènement quand même de deux monstres qui ont peut-être même révolutionné un peu l'image qu'on a eu des 6 au début des années 2000, notamment dans le championnat de France. Bien sûr. Qui sont Essien et Diarra. Et ces deux mecs-là, ils avaient 20 et 22 ans à l'époque. Et Essien m'a plus marqué que Diarra, de façon extrêmement honnête. Oui. Tu sais pourquoi ? Parce qu'Essien s'impose à Chelsea, alors que Diarra au Real, même s'il fait pas de mauvaises choses, il n'a pas eu ce même impact. Mais aussi parce qu'Essien marquait beaucoup par rapport à son poste. Et des buts spectaculaires. Et des buts de fou, ouais. C'est pour ça qu'il était plus marquant. Aussi. Alors que Diarra, quand il faisait le travail... Diarra, c'était vraiment le mec de l'ombre. La vraie sentinelle. Mais par contre, pour le passer, il fallait se réveiller de bonne heure et pas être fatigué le soir. C'était quand même quelque chose. Un leader aussi défensif qu'on oublie souvent, Christophe Delmotte. Sur cette saison, beaucoup moins. T'avais De Flandre encore et Muller dans ce rôle-là. Mais Delmotte, on le voit pas trop de souvenirs dans cette saison 2003-2004. Delmotte est peu utilisé par rapport à Edmilson et Patrick Muller qui sont quasiment là à tous les matchs et dans toutes les compétitions d'ailleurs. Et tu as Cassapa qui joue moins, cette année-là. Ouais, et qui se blesse en deuxième partie de saison également. Exactement. Mais quand il est là, il est titu. Et c'est l'année suivante d'ailleurs que Chris arrive. C'est vrai que c'est en fait 2003-2004 pour Lyon, je crois que c'est la dernière équipe championne certes, mais encore
humaine. C'est après où là on passe un cap et là on a vraiment le grand Olympique Lyonnais qui marche sur tout le monde, qui fait des grands coups aussi en Europe. C'est vraiment là, après cette saison que le passage de palier se fait, j'ai l'impression. Ouais, bah déjà il y a quelque chose à prendre en compte. Avant, je pense que cette saison-là est très charnière et c'est bien que tu le dises parce que tu parles d'humanité dans l'équipe. Mais à cette époque-là encore, c'était encore le PSG et l'Olympique de Marseille qui monopolisaient le mercato et qui lâchaient les plus grosses sommes du mercato. Lyon a mis longtemps, excepté Sonny Anderson, Lyon a mis quand même longtemps derrière pour pouvoir commencer à recruter des joueurs en lâchant des 10-15 millions d'euros qui était une somme astronomique à l'époque, puisque les transferts se faisaient aux alentours de 2 à 4 millions d'euros à l'époque pour des joueurs, on va dire, de bon niveau pour renforcer ton équipe généralement. Donc quand tu atteignais déjà des sommes 6-7 millions d'euros, c'était énorme. Et Lyon n'était pas si dépensier que ça, comme Monaco d'ailleurs, par rapport au PSG à l'OM. On peut le voir déjà en 2003-2004 avec quelques arrivées. Mais t'avais pas cette dépense et cette sensation d'affaiblir les concurrents locaux pour pouvoir renforcer justement ton effectif, ce qu'on voyait ensuite les saisons d'après. On nous dit ils ont bien géré l'après Sonny Anderson qui était le leader de Lyon, ils ont un leader de plusieurs joueurs tous capables d'être décisifs. Moi je trouve qu'ils ont eu beaucoup de réussite parce qu'au final Sonny Anderson part, ils prennent Giovanni Elber au Bayern en se disant c'est quand même Elber qui sortait de très très bonnes saisons au Bayern. Au final j'irais pas jusqu'à dire que c'était un flop, il fait quand même de bonnes choses, mais c'est un joueur très irrégulier. Et au final, c'est Louis Ndoula qui prend le lead et qui vient un petit peu sauver tout ça, qui vient sauver cette animation offensive, alors qu'à la base, c'était pas le projet. Le projet, c'était pas Louis Ndoula, c'était Giovanni Elber. La saison tient offensivement beaucoup sur les performances de Peggy Louis Ndoula, notamment en Ligue 1. On se rend compte. C'est pas le joueur dont on parle le plus quand on se remémore l'Olympique Lyonnais, mais Louis Ndoula cette saison-là, c'est quand même assez énorme. Et d'ailleurs, là où tu vois que eux ont ciblé ce manque un petit peu, tu parlais de Jérémy Berthaud, l'année d'après, Eric Abidal arrive. Ouais, là c'est terminé. Le côté gauche, Malouda Abidal, il est incroyable. Et après, voilà, on sait ce que ça fait. Et l'année d'après, surtout offensivement, Sylvain Wiltord débarque d'Arsenal et Nilmar arrive du Brésil. Et là, tu sens que on en parlera dans une autre émission des performances de ces joueurs-là. Mais malgré tout, plus l'hégémonie des jeunes qui va arriver derrière avec les Benzema, Ben Arfa, etc. Là, ils étaient lancés. Mais sur cette année-là, offensivement, en termes de numéro 9 pur, je trouve que Sonny Anderson a manqué, très clairement. Et en revoyant les matchs, ça tient quand même beaucoup. Et encore une fois, chapeau, Peggy Louis Ndoula, parce que sur cette année-là, il a été un des maillons les plus essentiels de l'Olympique Lyonnais. Dites-nous d'ailleurs sur le chat là, il y a Paul French qui a déjà lancé le truc. Pour vous, Elber, c'est vraiment un flop ou pas? Ou peut-être que je suis un peu trop gentil avec lui, n'hésitez pas. Non, ça peut être intéressant. On en attendait plus. On en attendait plus. Et c'est peut-être là que le prince. C'est toujours ça. En fait, il a payé sa réputation. Je sais plus qui l'a dit dans le chat en début d'émission. Il est arrivé avec une réputation qui n'a jamais réellement confirmé, et je pense que c'est surtout ça. Comme à un moment donné, John Carew. À un moment donné, on s'est posé la question. Bon, c'est pareil, John Carew, il m'a jamais fait vibrer en France, en tout cas. Et Giovanni Elber, je pense que si on demande aux Lyonnais, je pense qu'ils n'en gardent pas un immense souvenir, et c'est eux les principaux qui seront les principaux garants de la mémoire de leur effectif. Donc, les gars, breaking news, on a gagné des FPS. Ça commence à ressembler à quelque chose. Twitch semble vouloir enfin nous donner une qualité correcte. On va enfin pouvoir vous passer des buts, parce que c'était ça aussi, vous passer des buts et des images. On va pouvoir essayer de régaler un peu le chat, non pas juste avec nos sublimes voix, mais avec des images et des moments marquants de cette année-là quand même. Et comment il se la raconte Non, j'ai dit nos sublimes voix, évidemment, je parlais de la tienne. Bien sûr. Vignette qui nous rappelle, vous oubliez Govou. Mais c'est vrai que Govou, pour le coup, sur cette saison, je le trouve un peu en retrait par rapport à ses meilleures saisons. Il y a quelques blessures, notamment en début de saison, je crois. C'est vrai que je crois que j'avais de mémoire noté 3 buts et 3 ou 4 passes D. C'est pas le truc, mais c'est Sidney Govou. C'est-à-dire, c'est pas forcément le mec qui va te faire des stats incroyables, mais qui est très utile dans son couloir pour apporter et pour être à l'avant-dernière passe. Et je trouve que sur plein de séquences, il y a quelque chose. Il y a des triangles avec Juninho et Lundula. Je trouve que c'est vraiment le joueur du collectif idéal en attaque. C'est pas le monstre qui va te faire des différences à chaque match. Mais
dans ce qu'il a apporté à l'OL, je trouve que c'est un Sidney Govou utile. Comme on dit, c'est pas un monstre de régularité cette saison-là, c'est pas sa meilleure saison, mais il fait le taf. Et je pense aussi que les gens ont oublié que Sidney Govou n'a jamais été un grand buteur. De mémoire, on est à plus de 300 matchs en Ligue 1, une 50aine de buts et une 30aine de passes décisives, mais c'est pas des... Je l'ai jamais considéré comme un buteur, un excellent ailier droit, capable effectivement de permettre aussi à son latéral de monter et de voir les prémices de certaines montées des latéraux. C'était un ailier droit, de toute façon. C'était un ailier droit, c'était jamais un numéro 9. Il a dépanné en 9, mais ça n'a jamais été son rôle principal. Ou tourner autour, tu vois, d'un Sonny Anderson. J'ai quelques souvenirs en Ligue des Champions qui étaient sympas, mais c'était quand même plutôt quelqu'un de côté qu'un véritable numéro 9. Ouais, c'était clairement l'ailier qui te faisait des différences et qui te permettait... par contre, il doit avoir pas mal de passes D dans sa carrière, Govou. Ouais, il en a une trentaine, je crois, rien qu'à Lyon. J'ai pas les stats complètes de toute sa carrière, mais on doit être autour d'une cinquantaine de passes décisives, toute compétition confondue. Bon, on va passer sur le sujet suivant parce que mine de rien, ça fait déjà 1 heure, on a fait que 2 sujets. On va peut-être s'activer un petit peu. En même temps, on est lancé forcément là. On parle de nos souvenirs, forcément nous on s'emballe, mais faut qu'on fasse quand même attention puisque évidemment on lâchera l'émission vers 12h30 pour que vous puissiez évidemment suivre la journée de Ligue 1. On continue donc avec le PSG. Forcément, Nico, je me tourne vers toi avec cette révolution de coach Vaïd, ce PSG qui a fait plaisir, même si pour le coup, à l'inverse de l'ASM de Deschamps, n'a pas forcément fait rêver. Non, ça n'a pas fait rêver, ça même parfois, pour certaines personnes, je pense pour les adversaires, ça devait être parfois chiant et frustrant, mais c'est vrai qu'en tant que supporter du PSG, pour le coup, c'était une super saison, si c'était la saison de Madeleine de Proust. Faut savoir que complètement à cette époque-là, le PSG sortait d'une saison un peu moribonde avec Ronaldinho. On se souvient de la saison juste avant, Ronaldinho qui va serrer la main de Vaïd lors d'un déplacement à Rennes pour confirmer justement que Vaïd serait le prochain coach du PSG. Malheureusement, il n'entraînera pas Ronaldinho, mais il entraînera toute une flopée de joueurs comme Gabriel Heinze, comme Juan Pablo Sorin, comme forcément Paoletta. Et je vais pas citer tout le monde, quoique on va citer un peu plus tard l'équipe type. Mais c'est vrai que pour résumer ce PSG-là, et tu l'as dit, il y a pas plus grands adjectifs possibles que militarisation du PSG. Mais militarisation au bon sens du terme. C'est-à-dire que ce PSG-là, franchement, en début de saison, tu te dis ça va être un gigaflop. Tu commences à te dire, ok, Vaïd, il a pas la carrure pour gérer un club comme le PSG. En plus, il était arrivé avec Grail, qui lui prenait la présidence du PSG. Donc, tu avais le duo lillois à succès reformé au PSG. Et puis, cette équipe, petit à petit, s'est trouvé un caractère, une identité de jeu et a compris qu'il fallait se faire balle, qu'il fallait... pas spécialement marquer énormément de buts, mais surtout bien défendre et s'attacher à marquer son but. Il faut savoir que cette saison-là, le PSG a été mené une seule fois par plus d'un but d'écart. C'était à Bordeaux, lors du fameux match avec le penalty. Assez gaguesque. Mais quel caractère dégage cette équipe, dis-moi. Peut-être rappeler, c'est quoi cette histoire de penalty? Je crois que c'est une embrouille entre joueurs, non? Alors, le Bordeaux menait 2-0 à ce moment-là. Le PSG obtient un penalty dans un match qui est très décisif pour rester, pour croire au rêve de titre. Et Luboya, qui devait tirer le penalty, commence à s'embrouiller en fait avec Reynaldo, qui lui veut aussi tirer le penalty. Donc tu vois les joueurs qui sont en train de se chamailler autour du point de penalty et Dehu, le capitaine, qui accourt pour séparer les deux joueurs et qui donne la balle à Reynaldo. Luboya, tu le vois, il peste et je me demande s'il a pas souhaité que Reynaldo loupe son penalty quelque part, tu vois. Parce qu'à la base, il me semble que c'était Luboya le tireur attitré. Exactement, Luboya devait tirer le penalty. Il faut savoir pour la petite histoire que Paoletta avait loupé un penalty la semaine d'avant et il avait décidé de ne pas tirer de penalty. C'est pour ça que le premier penalty est tiré par Dehu parce que Ramé arrête déjà un penalty en première mi-temps. Et Dehu le foire, et là, tu as un autre joueur. Et c'est là où tu dis que quand tu as un attaquant comme Paoletta qui doit prendre ses responsabilités pour le coup,
Quand le tireur réel attitré lâche, bah, c'est la grande cacophonie. Mais ça nous a offert une image, tenez, regardez, elle passe là. Ça nous a offert une image juste exceptionnelle. Voilà, tu le vois, il s'embrouille. Dehu lui dit vas-y, laisse tomber, allez Daniel, recule. Donc Reynaldo fait un super penalty en plein centre sur Ramé. Qu'on voit, il est horrible le penalty. Il est dégueulasse. Il est hyper mal tiré. C'est même pas un bel arrêt de Ramé, c'est un penalty. Et là, regardez Yuboya avec son cocard en plus. Regardez son. Quel flow incroyable. Ah, mais ce qui me fait rire, c'est son. Avec ça, là, quand il fait ça, je sais pas si. La tête de Vaïd dépitée. Ah non, c'était exceptionnel. Mais voilà, c'est un peu le gros tournant du PSG, mais ça n'occultera pas le fait que cette équipe, bah voilà, c'est entre guillemets le papa de la combativité, de la grinta représenté par Sorin, le côté gauche, Heinze Sorin, c'est incroyable. Meilleur côté gauche d'Europe cette saison-là. Oh. C'est absolument incroyable. J'imagine même pas le somme monumental pour les Parisiens à la fin de la saison quand il repart, Sorin. Ah ouais, non, mais c'était en fait. Heinze part également à la fin de la saison. Heinze part à United. Ouais, ça. Sorin part donc fin de prêt. Sana part à Marseille. Dehu part à Marseille. Tu sais le petit sourire jaune quand il dit ça. Fiorez part à Marseille. Ah, ça a fait mal. Ça a fait très très mal. Et Nico, d'ailleurs, on a parlé de Sorin par après, je crois. Attends, petite parenthèse. Effectivement, oui. J'ai skippé le sujet OM. On y reviendra juste après. Hein, vous inquiétez pas. C'est vrai que là, avec tous ces soucis techniques, je suis un peu sur tous les bords, mais vous inquiétez pas. On y revient juste après. C'est pas complètement oublié. En plus, vous allez voir, la transition sera parfaite avec la suite. Ouais. Et pour en revenir à Fiorez, j'ai quand même ce souvenir de Fiorez qui marque au Vélodrome. Un but en plus dans les toutes dernières minutes et qui célèbre comme un malade pour au final aller signer chez eux juste après. C'est incroyable. C'est l'un des transferts les plus incompréhensibles. Il était aux portes de l'équipe de France, il était adoré par le parc, il finit deuxième et au final il s'est dit non mais je vais signer à l'OM. C'est compliqué. C'est fou. C'est compliqué. C'est un move incompréhensible. Ouais. C'est ce qu'on appelle c'est les prémices des noces pourpres. Ça a d'ailleurs inspiré les scénaristes de Game of Thrones, cette histoire. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que le choix de Fiorez est pas compréhensible. Mais voilà, je vais pas parler de l'après-saison parce qu'effectivement, c'est de toute façon une autre saison et le départ à Marseille, bah c'est quelque chose qui ne s'excuse pas. Mais c'est vrai que pour revenir à cette saison-là, on parle du côté. Ouais. Je peux juste tenter une imitation de Vaïd. Voilà. La fameuse conférence de presse quand il apprend que Fiorez part. Attention, j'ai vomi. Ouais, tu veux que je le fasse? J'ai vomi. Tu veux que je le fasse? Vas-y. Je vous dis franchement, j'ai vomi. Voilà. Donc, ça, c'est l'accent de papy en plus. Ouais, donc Fiorez, faut savoir que, comme tu l'as dit, il est aux portes de l'équipe de France. C'est typiquement, et le PSG en a souffert de son départ, puisque pendant très longtemps, il n'y avait personne à droite. On parlait du côté gauche, Heinze Sorin, et c'est vrai que Sorin, c'était le talisman du PSG, puisqu'il n'a jamais perdu en portant le maillot du PSG. À droite, t'avais Bernard Mendy qui faisait la saison de sa vie. Et c'est pas pour rien qu'il est international français cette saison-là, c'est pas pour rien qu'il joue le match du centenaire de la FIFA et c'est pas pour rien qu'il dépose Roberto Carlos. Il était plein feu et devant lui t'avais Fiorez. Il a fait carrière sur cette image, hein, j'ai envie de te dire. Après, on n'a plus arrêté d'entendre parler de cette action. Mais c'est vrai que sa saison était exceptionnelle et tu vois, je parle vraiment du côté droit comme du côté gauche parce que ça résume vraiment tout l'équilibre qu'avait le PSG. C'est pas un hasard si le PSG encaissait très rarement plus d'un but. C'est pas un hasard s'ils arrivaient à tenir. Et devant, bah, quand t'as un mec comme Paoletta qui est un véritable tueur. Qui finit numéro 3 je crois cette saison-là du classement des buteurs, bah forcément tu te retrouves avec une saison magnifique. T'as des symboles, Sorin, forcément le milieu de terrain Mbami Sana, pour mettre tes jambes là-dedans fallait avoir un peu de courage quand même. C'est vrai que ça cassait des jambes quand même. Ou des bons protèges, mais puis derrière t'avais Pierre Fanfan en deuxième lame. Ouais, je sais. Je m'excuse. J'ai vu les monégasques qui en veulent énormément à Pierre Fanfan. Ah, je sais même pas. Tu le vois qu'il est mal en plus Pierre Fanfan sur la blessure. Oui, je pense pas qu'il. Tu le vois qu'il est très très mal sur la blessure parce que elle est choquante quand même. Sinon on nous rappelle Talal El Karkouri. Est-ce qu'il joue encore dans cette équipe? Il me semble. Bien sûr.
Bien sûr qu'il joue, il fait sa trentaine de matchs cette saison-là. D'ailleurs, il joue à Nice lors du fameux match Ouais, bah voyons, vas-y. du sacrifice. Du T'attendais sacrifice. que ça. Mais T'attendais attends. que ça. C'est quand même la seule saison au PSG où on a des noms de films pour certains matchs. Le hold-up au Vélodrome, Max, où on prend l'eau pendant 90 minutes. Je sais même pas si on tire au but une fois avant le but de Fiorez. Je suis pas sûr. Très peu en tout cas. Si c'est pas 0, c'est une. Mais, Je suis pas sûr, ouais. Je suis pas sûr qu'on ait frappé une seule fois et je sais que Alonso et la défense écœurent complètement les Marseillais. Qu'est-ce que c'était bon, bordel. Je vais me refaire le match après. Et donc le hold-up et tu as le sacrifice. Le match au Stade du Ray qui pour moi est le plus symbolique de ce PSG-là parce que tu as un PSG qui souffre pendant 70 minutes. Tu as un PSG qui se fait malmener par des Pamaro, par des Poussins Mélin, par des Lilian Lasland avec toute son j'étais au stade, j'avais envie de pleurer, c'était horrible. En plus, Alonso, formé à Nice, qui nous fait ça, et qui derrière, lui dit non, mais de toute façon, moi je ne suis pas niçois, je suis anti-bois, je suis désolé, moi je l'ai encore au travers, je lui pardonnerai jamais, je suis désolé. Et c'était, ouais, mais tu vois, ce match-là est vraiment tout un symbole. Et Nice avait la possibilité sans doute de marquer ce deuxième but. Si Alonso sort pas, il y a but de Poussin Mélin tous les jours. Alonso laisse son équipe à 10 et cette équipe a le caractère pour égaliser. Et le but de Sorine, franchement, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est cette tête plongeante est magnifique. En plus, il contourne le défenseur. La transversale de 2U et la manière dont Sorine s'intercale pour la couper avec cette tête plongeante. Désolé Alex de rappeler ce mauvais souvenir, mais je trouve que le but est hyper symbolique en plus, comme tu l'as dit, à 10, et c'est une très très belle construction. Ouais. Et si tu fais très attention, au début Paoletta doit frapper le coup franc et il veut laisser du temps et 2U lui dit vas-y bouge et il joue très rapidement ce coup franc, ce qui fait que la défense niçoise n'a pas eu le temps de se préparer. Sorine il contourne. Je sais plus qui il contourne. J'ai un trou de mémoire, pardonnez-moi. Et derrière, il va s'arracher pour crucifier Grigorini, chose qui n'était pas très compliquée non plus. Et C'est dur. Elle est gratos. C'est dur, mais je peux rien dire. C'est dur, mais je peux pas le contredire. Je suis désolé, je peux pas. Désolé Damien, mais. Et Citizen, ce qui demande, ce n'est pas Letizy qui est formé à Nice. Si et quand Letizy, justement, on en parlait tout à l'heure en off avec Alex, quand Letizy rentre, t'as tout le stade du Ray qui commence à chanter Letizy et qui l'ovationne. Je sais pas s'ils étaient heureux parce qu'ils se disaient qu'il y a peut-être plus de chances de marquer un but avec Lionel qu'avec Jérôme Ocage. Bah. Ah non, je charrie un peu, bien sûr, c'était l'enfant du pays, bien Lionel. sûr. T'as Letizy, t'as Lloris, quoi. Mais ce qui me fait rire, c'est sur le coup franc, justement, qui suit l'entrée de Letizy. Honnêtement, c'est flippant. Regardez bien, vous voyez que Letizy est à 2 doigts de nous faire sa spéciale. Il est à 3 mètres de sa ligne, le coup franc est aux 18 mètres. Hein. Il est à 3 mètres de sa ligne, et tu le voyais déjà balancer ses bras comme ça, si la balle passait le mur. Donc c'était assez bon. Les vrais viennent d'Antibes, on nous dit sur le chat. Alex, Allez-y, profitez. Il va quitter le live, il va rage quit. C'est bon. Exactement ça. Je vais faire de mon meilleur rage quit. Non mais oui, c'est vrai, ce match-là contre le PSG, ça a été vraiment l'un de mes plus gros traumatismes foot avec le GC Nice, très 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 clairement, puisque pour nous on venait à peine de remonter en Ligue 1, c'était notre 2e saison en Ligue 1 si je ne dis pas de bêtises, et on voulait rêver. Pour nous, ces matchs-là, c'était dingue, ça faisait des saisons et des saisons qu'on était en Ligue 2, et de passer aussi près de la victoire avec un scénario comme ça, c'était juste horrible pour nous. Vous êtes également de match. Au terme de la saison 2001-2002, si je dis pas de bêtises, et 2002-2003, c'est notre première saison en Ligue 1. Avec Garnot. Et là, c'est la deuxième. Cette première partie de saison qui est folle pour Nice. Ouais. Ah, mais même sur vous étiez remonté en 2001-2002, justement. Mais même 2003-2004, la première partie de saison n'est pas mauvaise. Nice finit leader sur les 3-4 premières journées. Alors, j'ai plus exactement le nombre en tête, mais il y a 2-3 journées où il passe en tête. Après, c'est pas autant que sur la première saison, la précédente, où Nice n'était pas passé loin de finir champion d'automne. Mais tout de même, les débuts avaient été intéressants. Et pendant très longtemps, on avait l'une des toutes meilleures défenses du championnat. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était une époque où les déplacements, c'était vraiment quelque chose, parce qu'effectivement, déjà, les stades n'étaient pas les stades qu'on connaît aujourd'hui pour la majorité. Un déplacement au stade du Ray, c'était pas la même chose qu'un déplacement à l'Allianz aujourd'hui.
Ah, Mais mais moi je me surtout- souviens, t'avais des joueurs de l'Olympique Lyonnais, j'ai plus le nom du joueur en tête, mais qui disaient venir jouer au Stade du Ré, ça leur faisait peur parce Ah qu'en ouais, fait non, c'était mais- vraiment c'était une petite cocotte. Hein, t'avais les tribunes et la ligne de touche, t'avais peut-être 2 mètres de séparation, pas plus, donc En plus, c'était un dans un projectile quartier, pouvait Alex, très non vite. Hmm. Comment? C'était dans un quartier, en plein dans un quartier en plus. Un quartier, si t'entends par quartier chaud, non, je parle quartier, D'accord. je parle en pleine ville. Ah oui, c'était en pleine ville, ouais. Ouais, C'était en pleine ville. Je parle vraiment, il y a tout, il y a des bâtiments, il y a une vie autour du stade, quoi. C'est Ah oui, pas, complètement, c'était c'est complètement ça que la je veux ville. dire. Ah oui, complètement. Et Et la deuxième chose, juste, Adri, la L'ambiance deuxième était chose, folle. et vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais il y avait un paramètre qui était important et qui explique aussi pourquoi les déplacements étaient plus compliqués à l'époque qu'aujourd'hui, c'est que les ballons n'étaient pas les mêmes. Les ballons n'étaient pas les mêmes. Du coup, tu te retrouvais à taper parfois des ballons cailloux où tu n'avais pas l'habitude de jouer avec, et un match sur deux, tu jouais avec ton ballon habituel. Mais c'est vrai que c'était un paramètre qui était important, l'ambiance, le ballon, tout ça. Voilà, vous pouvez vous foutre de moi, je l'ai dit. En 2004, t'avais déjà le Rotero, là, le ballon de l'Euro 2004, ouais, je me souviens. Alex, cette saison-là, Nice termine 11e et va en Coupe Intertoto. J'ai checké. C'est quoi? C'est parce que vous avez été fair play? Parce que vous êtes qualifié pour un tour Intertoto cette saison-là? Non, mais je pense que Il n'y a pas un délire de vainqueur de coupe? Ouais, ça doit être ça. Non, je pense pas qu'on se soit qualifié au fair play. D'ailleurs, je crois que si ma mémoire est bonne, on se fait sortir par le Werder Bremen de Johan Mikou et Ivan Klasnic. Futur la champion classe. d'Allemagne après. Ouais. Par la Ça avait suite. pour nous, ça avait de la gueule. Hein. Tu reviens à peine, Ouais, là, c'est en chouette. Ligue 1, tu te fais un match de Coupe d'Europe, même si c'est que la Coupe Intertoto, te faire un match contre le Werder comme ça, c'était quand même assez stylé, faut le dire. Mais ouais, le Ré, j'y suis allé une fois, je confirme, ça faisait peur, nous dit Bourricola. Non, mais c'est vrai, c'était clairement pas le stade le plus accueillant de Ligue 1. En plus, il y avait vraiment une émulation, t'avais une ferveur parce que voilà, on venait de remonter en Ligue 1 et forcément, on était assez déchaînés. Et à Nice, il y a une culture ultra qui est très très proche de la culture ultra italienne, qui est beaucoup plus, véhémente que dans pas mal de stades français. Donc forcément, pour les joueurs, il y en avait certains qui n'étaient pas forcément très 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 habitués. Et quelque part, nous, ça nous arrangeait plutôt bien d'avoir quelques joueurs en face qui commençaient à avoir les jambes qui tremblent. Ça nous arrangeait. T'avais encore la Rumpeta Armata, je m'en souviens à l'époque. Enfin, l'Armata Rumpeta, ouais. Et puis t'avais... Et c'était un des rares stades où, justement, il y a beaucoup de gardiens qui t'expliquent, qui ont des anecdotes de chambrage avec les ultras pendant tout un match. Jérémy Janot. Notamment à Jérémy Janot, qui est devenu par la suite, entre guillemets, pote avec ces gens-là, et c'était devenu un jeu récurrent, et c'était spécifique au stade du Ray, t'as beaucoup... D'Archeville, je crois. Ouais, D'Archeville qui demande à un moment donné, ouais les gars, arrêtez, c'est bon. Bon après c'est vrai qu'on avait quand même passé tout le match à le chambrer sur son poids, donc je peux comprendre qu'au bout d'un moment il ait pété les plombs, le pauvre. C'est vrai qu'on était pas tendre en BSN, effectivement. On va reprendre le cours de l'émission tout de même si moi ça me va bien de parler de Nice, je peux vous en parler pendant 3 heures, il n'y a pas de souci. On va revenir au sujet qui aurait dû être traité précédemment, désolé. On va revenir sur la saison de l'Olympique de Marseille et sur la saison qui permet à Didier Drogba de rentrer dans la légende. En une saison, il a mis tout le monde d'accord. Max, en tant que Marseillais, je pense que le sujet est pour toi. Il est pour moi, il est très difficile à évoquer dans le sens où ce qui s'est passé après a aussi eu des conséquences sur l'image que beaucoup de Marseillais ont de la saison de Didier Drogba, et notamment son départ. On y reviendra peut-être à la fin. Mais pour recontextualiser, c'est Nico qui le disait très bien tout à l'heure, l'OM retrouver la Ligue des Champions, l'OM se cherchait un buteur comme il n'en avait pas eu depuis quelques années, comme on attendait un successeur de Papin, de Cascarino, et il manquait quelque chose, et cette année-là, l'OM recrute Drogba, Mido et Steve Marley. Alors Steve Marley plus pour le côté daron, pour le côté expérience. Mais effectivement, à la base, la star du recrutement de cet été-là, c'est Osam Mido. Et si en 2003-2004, on nous avait dit que 20 ans plus tard, on ferait une chronique sur l'attaquant de l'Olympique de Marseille cette saison-là, tout le monde aurait mis une pièce sur Mido et pas sur Drogba. Même si Drogba sortait d'une saison à Guingamp, je crois, un petit peu plus de 15 buts. Je crois qu'on était sur 17 buts. Mais la star du recrutement, la star de l'été, recruté 12 millions d'euros, je crois, à l'Ajax, c'est Osam Mido. Mais très vite, c'est Drogba qui est devenu le chouchou du Vélodrome. Déjà parce que quand il est arrivé, il a clamé son amour du club.
au moment du transfert, juste avant, juste après, mais on sent que ce garçon-là avait une histoire avec l'Olympique de Marseille qui précédait toutes les touches qu'il avait pu avoir avec le club, par ses performances forcément, par ses buts, ses célébrations, le charisme qu'il avait et qui, de toute façon, l'a uni très rapidement au virage olympien. Alors, je ne sais pas si Amaury a pu mettre les buts et si on les voit de bonne qualité dans le chat. Ça tourne tant bien que mal. Chacun se fera son avis et j'imagine que s'il y a des Marseillais dans le chat, chacun a son but un petit peu... son but clé, alors certains préfèrent celui contre Sochaux, d'autres contre Montpellier, mais l'avantage qu'avait eu Didier Drogba rapidement, c'était de pouvoir marquer de toutes les façons, du pied gauche, du pied droit, de la tête, dans tous les sens. Et c'est ce qui a marqué aussi son année, sa seule année à l'Olympique de Marseille. C'est que, et là, petit quiz les gars, il a marqué contre 2 de vos 3 clubs, il y en a seulement un qui a échappé. Alors je sais pas si vous savez qui a échappé. Moi j'ai un souvenir de Drogba qui marque au Vélodrome contre nous. Je pense pas. J'ai envie de dire comme d'hab, Bordeaux qui réussit à préserver l'invincibilité. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça, parce qu'il marque en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, je crois, mais en Coupe contre le Paris Saint-Germain. Coupe de France Vélodrome avec le but de Sorine en prolongation. Merveilleux dimanche après-midi, putain. Tu vois, c'est fou parce que c'est des souvenirs que j'ai plus, ça, tu vois. C'est bizarre, moi je les ai. C'est des choses que j'ai effacées. Non, mais blague à part, alors évidemment, pour remettre un petit peu des stats sur sa saison, 35 matchs, 19 buts, 7 passes décisives, 3e meilleur buteur de Ligue 1 derrière l'indétrônable Djibril Cissé et le Rennais Alexander Frey. Record en Ligue 1 pour Drogba, lui qui avait jamais passé les 17 buts à Guingamp. Et au-delà de ça, je pense que l'amour qu'a porté le public à Drogba, il est aussi corrélé au parcours européen de l'OM. Il marque contre le Real Madrid pour la première journée de Ligue des Champions. Il marque un triplé contre le Partizan Belgrade lors de la 2e journée. Ça, je l'applaudis. Voilà. Le grand supporter de l'Étoile Rouge, n'oublie pas, on n'est pas dans kick-off. Tout le monde ne sait pas que tu es supporter de l'Étoile Rouge, ni même que tu es serbe d'origine. Maintenant, tout le monde le sait, tu vois. Voilà. Pour des raisons obscures, il y a des applaudissements qui tombent. Et puis, c'est aussi le parcours forcément en C3 avant de vous laisser revenir sur vos souvenirs de Didier Drogba. Parce que personne du Liverpool, d'Owen, Gerrard et Apia, contre qui il a marqué 2 fois, de l'Inter des frères Zanetti qu'il a fusillé à l'aller. D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus. Il est suspendu au match retour parce qu'après son but, il va s'agripper pour envoyer des baisers à sa femme et l'arbitre lui met un jaune et il est suspendu comme ça pour le match retour. La demi-finale, évidemment, contre le Newcastle d'Alan Shearer où il mettra un doublé dans un vélodrome en fusion que... Petite précision, je te coupe, mes frères Zanetti ne sont pas frères Cristiano et Ravera. Quelle connerie j'ai dit. Cristiano, il est italien, il a rien à voir. Bon bref, les Zanetti. Désolé, mais je suis obligé de t'en prendre. On va dire les Zanetti, tu vois, voilà, c'est pour un idiot. Et on Ronaldo aussi. Et Ronaldo, les frères Ronaldo. Les frères Ronaldo connus. Cristiano et Ronaldo Nazario de Lima, bien sûr. Exactement, voilà. Les jumeaux. Et voilà, on va vite passer à Newcastle, hein, le fameux Newcastle, où l'OM a mis un immense, où Drogba a mis un immense doublé, synonyme de finale. Bref, c'était tout ça, Didier Drogba. Je ne peux que arrêter cette chronique là-dessus. Je pense qu'on n'aura pas mieux comme conclusion. Et on parlera peut-être un petit peu de son départ après que vous ayez, raconté un petit peu les souvenirs que vous pouvez avoir de Drogba en tant qu'adversaire. Moi, ça fait partie, en tant que Niçois, tu vois, ça fait partie l'un des rares joueurs de l'OM qui, à l'époque, me faisait vraiment rêver. Parce que forcément, il y avait la rivalité. Fallait pas me parler des joueurs de l'OM. Drogba, j'arrivais pas à être de mauvaise foi avec lui à cette époque-là. C'était trop. Il était trop puissant, il était trop fort, tu pouvais rien y faire.
il y a 2 joueurs qui m'ont fait cette impression à Marseille, c'était lui et c'était Lorik Sana. Les deux, vraiment, j'étais là, ok, qu'est-ce que tu veux dire? C'était vraiment les joueurs, ils avaient beau être Marseillais. Alors, tout l'histoire que j'étais, je les voulais dans mon équipe. Ils étaient juste trop forts. C'était juste trop fort. Et je me souviens aussi de ce match contre Porto, où tu as Mourinho qui va le voir à la fin et qui, d'entrée, qui lui dit, mais toi, je te veux dans mon équipe. Dommage que j'ai pas les moyens de te faire venir à Porto. Et derrière, on connaît l'histoire. On connaît l'histoire, ouais. Alors moi, c'est en souvenir de Drogba. Alors cette saison-là, ils sont plutôt bons parce que le seul Marseillais qui a marqué en Ligue 1 contre le PSG, si je ne dis pas de bêtises, c'est Laurent Batles. Ouais. Joueur que j'admire énormément aussi, un des joueurs les plus sous-cotés pour moi de l'histoire de ce championnat. Mais par contre, Drogba aura fait mal la saison précédente avec Guingamp et la saison d'après en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que, en revanche, il était quand même la définition même de l'attaquant surpuissant et qu'effectivement tout le monde voulait. À chaque fois que tu le voyais, notamment en Coupe de l'UEFA, parce que l'épopée d'UEFA, elle est en grande partie due quand même à Didier Drogba, tu te disais quand même, ouais, lui c'est quelque chose. Lui c'est pas l'attaquant du coin. Lui, il va faire une très grosse carrière. Et c'est pas pour rien, je pense, Max, que Drogba a laissé une telle marque alors qu'il est resté qu'une saison à l'OM. C'est exactement ça. J'ai envie d'embrayer sur ça et c'est vrai qu'on a très souvent eu après le running gag de Drogba de retour à l'OM, mais je comprends pourquoi les Marseillais voulaient le revoir parce que cette saison-là elle est dingue et Max a très bien résumé l'attaquant qui était capable de tout faire. J'ai vu dans le chat qu'on parlait du but contre Newcastle, forcément on débarde de la Ligue 1, mais ce but-là avec ce dribble à la Bergkamp qui est totalement génial et même en championnat, certes l'OM termine peut-être pas à la place on pensait qu'il aurait pu finir, mais il y a des gestes d'attaquant. Quand il faut jaillir, il est là. Sur coup de pied arrêté, il sent bien les coups. Je trouve que même si c'était pas parfait avec Mido et Marley, qu'il y a certaines séquences où ça se trouvait bien, mais Drogba cette saison-là m'a vraiment beaucoup bluffé. Déjà, je trouvais qu'à Guingamp, en ayant revu des images, je me suis dit ah ouais quand même. Déjà, on sentait que ça allait être un très très grand attaquant et qu'il allait marquer les esprits à Chelsea. Mais là, le revoir sur cette saison-là, ce qu'il pouvait faire à l'OM, tu peux être bluffé. En ayant en plus ce changement de coach Perrin-Anigo, le changement de coach, je pense, ça a été ça l'a pas du tout perturbé, il a vraiment été régulier en plus. Non, par contre, en parlant de changement dans la saison de l'OM, le changement Rougneux-Barthez, quelqu'un l'explique encore ou toujours pas? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué Marseille a perdu beaucoup de points là-dessus. Bien sûr. Complètement. Dans le match à Strasbourg. Oui, où à un moment donné, Rougnier sait qu'il va être écarté, que Barthez va arriver. Barthez arrive et fait pas pour moi une demi-saison incroyable. Il sort de très bons matchs, mais il en sort aussi de bien plus mauvais. On le verra peut-être après dans la boucle auxerroise. Il fait des petites erreurs. C'est pas le Barthez qu'on a connu. Et oui, ce changement-là a plombé et Rougnier et Barthez. Rougnier qui est parti d'ailleurs juste après. Les changements de gardien en milieu d'année, c'est jamais une bonne idée. Et alors là, il y avait un coup à faire, il fallait faire revenir Barthez, qui est resté quand même derrière. Bon, pourquoi pas, mais ça fait partie un petit peu du folklore de cette année-là, comme Alain Perrin qui a été viré, José Anigo a pris la suite en meneur d'hommes, plus qu'en véritable technicien, parce qu'il y avait un parcours européen à finir. Et c'est là où tu vois que Didier Drogba, comme tu le disais Adri, il n'a pas été perturbé, parce que il les a quand même portés, notamment en C3, à bout de bras. Il marque à quasiment toutes les confrontations, sauf en finale où il est sur une demi-jambe, le pauvre. Et tu sens, et c'est là où je voulais embrayer, c'est que la fin de saison est plus compliquée parce qu'il est à bout de souffle. Il est rapidement, début du printemps, il est à bout de souffle et il continue de les porter en C3, mais en championnat c'est plus compliqué et il y a une grosse période sans marquer en fin d'année quand même. Et la C3 quand même l'aide beaucoup à ce niveau-là parce qu'en championnat c'était moins bien et c'est à ce moment-là que l'OM se tasse à cette 7e place qui correspond globalement en termes de méritocratie à son classement sur toute la saison. Alors, je vais rebondir sur ça parce que moi, je pense vraiment que t'as 2 éléments. Le premier, tu l'as dit. Enfin, moi, je suis pas spécialement d'accord sur la place de l'OM. Par contre, je sais pourquoi ils ont terminé 7e. Tout simplement parce que déjà, voilà, t'as eu les changements de coach,
certains changements au mercato, le changement de gardien, donc ça pour la stabilité c'est pas quelque chose de bien, d'autant plus que Marseille avait très bien débuté sa saison, je crois même qu'à un moment donné ils étaient leaders. Ils étaient leaders, ouais. Ouais, donc c'était vraiment une équipe qui en plus de ça pratiquait un super jeu, et on va le voir tout à l'heure dans le match de légende. Par contre, ce qui les a clairement plombés, et c'est comme Monaco, mais c'est un mal pour un bien pour le championnat de France, et c'est pour ça que selon moi c'est la plus belle saison de Ligue 1 de l'histoire. Ils ont été quasiment au bout en Coupe de l'UEFA, ils ont perdu en finale, mais ça a pris énormément d'énergie. Faut voir aussi quelles équipes affrontaient l'Olympique de Marseille en Coupe de l'UEFA. Faut voir replacer la Coupe de l'UEFA dans ce contexte-là. Exactement. Cet Inter, ce Liverpool et ce Newcastle, et même forcément Valence en finale. Et Valence, c'était un Valence qui avait joué une finale de Ligue des Champions il y a quelques années et qui sera champion d'Espagne, je crois même qu'ils sont champions cette saison-là ou la saison juste d'après. Bon, de toute façon, on n'est pas sur Liga TV. Okay. Mais tu vois, ça s'explique aussi par là. Monaco, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça s'explique par leur épopée en Ligue des Champions. Tu te retrouves avec un championnat, et c'est pour ça que c'est important de remettre le contexte pour les plus jeunes, où tu as vraiment des équipes qui, pour le coup, ont quasiment chacune leur identité propre à elles-mêmes au jeu. Ça, déjà, c'est une première spécificité. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une idée de développement de projet de jeu de l'équipe ou quoi que ce soit en fonction des entraîneurs qui étaient là. Tu avais une densité, une force de compétition qui était énorme. On le voit depuis tout à l'heure, on cite des noms dans tous les effectifs. Il y avait quand même du très beau monde. Tu as 2 équipes qui font les finales des 2 coupes, deux coupes d'Europe. La Ligue des Champions et la coupe de l'UEFA. Plus, t'as 3 équipes qui terminent à plus de 75 points la saison. C'est énorme comme total. C'est énorme. Faut vraiment remettre ça en contexte. C'est-à-dire que on en revient au déplacement, on en revient à ce qu'on disait avec les ballons tout à l'heure. Chaque déplacement, tu savais que ça allait être très compliqué pour toi. Parce que les équipes t'attendaient avec leur style, avec leur public, avec toutes leurs spécificités qui allaient. Et ils savaient créer un contexte. Bonal, c'était pas un hasard, pardon pour la tape dans le micro. Déjà qu'il y a des problèmes d'image, si en plus de ça je vous nique les oreilles, ça va être compliqué. Le Stade du Ré, on l'a dit, il y a un contexte. Bordeaux, il y avait un contexte, le fameux tunnel de 3 km 2 avant d'arriver au stade pour entendre des applaudissements pendant 90 minutes. Un petit tacle à l'ambiance bordelaise. Mais tu avais vraiment des contextes sur chaque pelouse où tu te déplaçais. Tu avais une force, tu étais attendu, et leurs équipes arrivaient encore à se renouveler, arrivaient à sortir des joueurs de leur cru, ou si ce n'est pas de leur cru, arriver à recruter dans des centres de formation français pour pouvoir les faire jouer, évoluer. Tu te retrouvais donc avec des effectifs de fous, où tu as des joueurs qui ont eu des carrières de fous, et surtout avec la saison la plus dense et la plus compétitive, pour moi, du championnat de France. Ouais. On va accélérer un petit peu, excusez-moi, mais il y a un petit Saint-Étienne-Brest qui arrive bientôt. On va passer à la chronique d'Adri, le petit focus sur un joueur de cette époque auquel on ne pense pas forcément en premier quand on parle de la saison 2003-2004, mais qui pourtant le mériterait. Tu penses à qui aujourd'hui ? Et écoutez, chers auditeurs, chers viewers, j'ai envie de penser à Kim Källström, Källström et pas Källström, la prononciation, on va dire, apportée par Christophe Josse en Ligue 1 et qui a insisté dessus pendant de nombreuses années, et véridique, pour avoir checké ça avant cette chronique. On dit bien Kim Källström. Pourquoi ça m'a intéressé, Alex, de me replonger dans les premières expériences de Källström en Ligue 1? Simplement parce que c'est un joueur qui arrive au cours de cette saison-là, au mercato hivernal, et ça a été pour moi, je pense pour tout le monde, un joueur majeur de la Ligue 1 par la suite, d'abord à Rennes forcément, puis à l'Olympique Lyonnais. Joueur que tous les joueurs de FM connaissaient déjà. Personne n'était surpris. Djurgården, il arrive de Djurgården en Suède où il avait déjà commencé à avoir une petite cote. Je crois qu'il arrive pour un peu moins de 4 millions d'euros et il quitte la Ligue 1 8 ans plus tard. Il part au Mercato 2012 pour rejoindre le Spartak Moscou. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais vu une première partie de saison moribonde du Stade Rennais en demi-teinte. Et au final, j'ai l'impression que Källström a été le chaînon manquant de cette équipe. À savoir, on avait un Alexander Frey qui était un excellent buteur. On avait des milieux de terrain offensifs excentrés comme
Barbosa, comme Monterrubio qui pouvait apporter le danger, mais j'ai l'impression qu'il y avait le joueur qui manquait pour faire le lien entre ces trois-là et le milieu de terrain à la relance. Et c'est vrai que Källström a joué la plupart de ses matchs en numéro 10, en joueur pour être en rampe de lancement. Mais ce qui était intéressant, c'est que il a tout de suite pris ses marques au Stade Rennais. C'est-à-dire qu'on a senti qu'il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Et sur cette première partie de saison, il marque 7 buts, des jolis buts, notamment sur coup de pied arrêté où il s'impose, quelques frappes de loin. Et on va en parler après sur le match de légende contre l'OM où il ne marque pas, mais il fait une passe décisive pour Alexander Fry. Celle-ci, c'est pas loin d'être pour moi la plus belle passe décisive de la saison parce que il le lance parfaitement dans l'axe. Il trouve la faille dans cette défense marseillaise qui fait la différence. Et c'est vrai que Kim Källström aujourd'hui, ça parle à tout le monde, mais on se souvient peut-être plus forcément du joueur qu'il était, pourquoi il a autant marqué les esprits. C'est vrai qu'il a joué d'abord en milieu offensif, vraiment haut sur le terrain, avant un peu plus de reculer au fil des années, mais il m'a extrêmement marqué parce que je trouvais qu'à la fois il était élégant, il avait beaucoup de qualités, forcément la passe, la vision du jeu, mais aussi la prise de risque, l'initiative, à savoir pouvoir apporter le déséquilibre, se mettre entre les lignes, et j'étais assez bluffé sur les images que j'ai pu revoir. Et Rennes n'a pas fait forcément une remontée folle au classement, voilà, ils ont terminé 9e, mais Källström a fait partie de ces bons recrutements du Stade Rennais quand il s'est tourné vers l'Est avec Petr Cech, vers la Scandinavie avec Isaksson Edman, et je pense que Källström illustre bien ce mercato intelligent et surtout un joueur qui a marqué les esprits en Ligue 1, et je trouve que c'était beau, c'était intéressant de pouvoir le remettre en perspective au goût du jour, et vraiment j'étais bluffé par les premiers matchs que j'ai pu voir de Källström. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une qualité technique, une qualité de frappe de balle, c'était vraiment un beau joueur. Non seulement c'était efficace, mais c'était vraiment très très beau. C'est dommage qu'il ait peut-être un peu manqué de régularité, notamment sur son passage à Lyon, pour vraiment franchir le cap et devenir vraiment un top player. Mais c'était vraiment un joueur assez magnifique. Moi, j'étais quand même assez fan. Hein. Oui, voilà, et je pense qu'il a fait beaucoup de bien à Laszlo Bologna quand il arrive. Ça a dû lui rendre des fiers services au coach rennais parce que justement, il a simplifié véritablement le jeu rennais pendant plusieurs années. Alors après, je crois quand même, Alex, pour te contredire, que je sais plus quelle saison, mais je crois qu'à un moment donné, Alain Perrin à Lyon en fait véritablement sa clé de voûte avec Juninho et Toulalan de mémoire. Ouais. Où véritablement tu as un trio au milieu de terrain à Lyon, mais oui, ça fait partie de. Pour moi, Kim K, c'est pas Kim Kardashian, c'est Kim Källström. Très très bon. Ouais, après je veux pas balancer, mais c'est sorti sur le chat avant. Hein. Ah non, je l'avais pas vu, je suis désolé, j'ai repris une blague de légende de quelqu'un, je lui fais une bise. Aïe. On crédite vignette pour cette vanne. Voilà, on le crédite. Petit rappel, là, je vois qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Vous êtes super nombreux malgré nos petits soucis techniques et on vous en remercie. Malheureusement, on ne trouve absolument pas de solution pour ces problèmes de connexion. De notre côté, tout est stable en fait. On a déjà mis la résolution minimale pour que ça puisse être un minimum correct. On a fait vraiment le maximum. Je pense que là, il faut vraiment se tourner vers ce qui se passe chez Twitch et ça, malheureusement, on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais en tout cas ça fait plaisir que vous soyez aussi nombreux à nous écouter malgré ce format un peu radio. En tout cas, vous inquiétez pas, on va travailler là-dessus et pour la prochaine émission, je suis sûr que tout sera parfaitement carré et que vous pourrez bien plus profiter de ces belles images d'archives. En tout cas, je l'espère. Donc on va rester sur Rennes et sur Kim Källström, mais aussi sur ce match de légende, Nico. Ouais, que tu voulais nous rappeler, le Rennes-Marseille, on a parlé de Drogba qui rentre dans la légende de la Ligue 1 sur cette saison, Alexander Fry également, et justement avec ce match-là. On va parler, forcément j'ai pris ce match quand on s'était concerté. Je pense que ce match est tout de suite ressorti. Ce match est tout de suite ressorti pour la légende parce que, au-delà de la qualité de match et du nombre de buts, bien sûr, je vais vous le raconter, c'est la véritable naissance ce soir-là d'Alexander Fry, une vraie légende de Ligue 1. Un superbe attaquant qui aura aussi fait les beaux jours plus tard du Borussia Dortmund. Mais bien évidemment, on va se concentrer sur cette 29e journée. On est en 2004. Voilà, je peux vous faire la présentation comme Thierry Henry aurait fait une présentation du match, si vous voulez. Donc, Rennes Olympique de Marseille
coup d'envoi 20h45. Alexander Frey joue, il met 4 buts. Voilà, bizarre. Ça c'est bizarre. Alors pas bizarre du tout. Ça aurait pu être la version. Il faut continuer dans la version Thierry Henry de la chose. S'il n'y a pas un bizarre, il y a un problème. Rennes est 12e au coup d'envoi. J'ai un scoop pour vous. Bizarre. Il a mis un quadruplé. Voilà, là c'était Thierry Henry. Rennes est 12e au coup d'envoi. Bizarre. J'ai un scoop pour vous. Ils vont remonter. Ah, merci pour l'emoji, Adrien. Mais très franchement, pour revenir au match, ce soir-là, Frey va marquer la Ligue 1. Déjà, ça va être le seul quadruplé si mes souvenirs sont bons et mes sources sont bonnes de la Ligue 1. Mais ça va surtout être un match complètement dans l'histoire de la Ligue 1, le seul quadruplé. Non, de cette saison-là. De cette saison, pardon. Attends, là, il y a un souci. Si c'est que sur la saison, d'accord, pardon. Non, t'inquiète pas, tu as tes Niçois qui ont mis des quintuplés et tout, t'inquiète pas, on les a dans la tête. On rappelle le quadruplé d'Alassane Plea et le quintuplé de Carlos Eduardo, les deux contre Guingamp. On salue les Guingampais, merci beaucoup pour les bons moments. Il en manque pas une. Mais voilà, Alex Frey ce soir-là, dans un match qui était complètement exceptionnel. On parlait tout à l'heure, pendant le sujet de l'OM, de la force offensive, Max, de Marseille, et elle s'est clairement vérifiée sur ce match-là, puisque Batles déjà avait ouvert le score d'un retourné quand même assez exceptionnel. Je sais pas si on voit bien l'action au ralenti, mais du coup je vais un peu vous expliquer. Donc il y a une touche, c'est prolongé de la tête par Drogba et également par Mido jusqu'à Batles qui est un peu pris par derrière et qui va trouver le moyen de planter un retourné acrobatique dans la cage du pauvre Chenio qui était titulaire parce qu'il suppléait la blessure de Petr Cech. Et oui, il y avait Petr Cech à l'époque de Rennes. Ouais, exact. À l'époque à Rennes. On parlait du recrutement de Kim Kallström et t'avais Petr Cech, mais c'est vrai que Rennes avait du mal à se constituer vraiment la grande équipe et à réussir vraiment à vraiment performer sur cette période-là. C'était toujours un petit peu, en sous-régime, on va dire, en sous-exploitation. Mais par contre, il faisait des coups absolument incroyables sur les joueurs, les Frey, les Tchèques, les Kallström, même quand Monterrubio, même si ça reste un joueur de Ligue 1, c'était quand même un super joueur. Monterrubio, on va en parler justement. Isaacson derrière pour remplacer Petr Cech, c'était quand même pas mal. Exactement. Ils avaient des bonnes idées à l'époque à Rennes. Ils ont eu le nez très fin et c'est pour ça que ce match-là, c'est un match qui est beaucoup plus charnière qu'on ne le croit pour Rennes. Comme je l'avais dit, Rennes était 12e au coup d'envoi de ce championnat. Frey en était qu'à 8 buts. Il avait connu un début de saison qui était assez compliqué. Assez compliqué. Il a mis du temps à prendre ses marques et finalement, la confiance de Bologna a fini par payer parce que il y a clairement un avant et un après ce match-là, aussi bien pour Rennes que pour Frey. Frey, déjà ce soir-là, il y a la naissance d'un véritable duo. On parle beaucoup de la passe de Kim Kallström, on parle beaucoup du joueur et à juste titre qui était Kim Kallström, mais le véritable duo qui est né ce soir-là, c'est le duo Monterrubio-Frey qui fera des misères la saison d'après lorsque Rennes se qualifiera en Coupe de l'UEFA. Je crois que sur ce match-là, Monterrubio distribue deux passes D. Une du côté droit, une du côté gauche, bon, toujours avec le pied gauche bien sûr, mais il trouvait systématiquement Frey et ça les yeux fermés. Frey était il était peu en confiance et après ce match-là, tu le vois, il y a un but de la tête, il y a une frappe en dehors de la surface, il y a un vrai travail de finition sur le 4e but, donc tu sens vraiment que ça va être un attaquant complet. Et Rennes, qui était 12e, a enchaîné après ce match-là, je crois 6 victoires sur les 9 derniers matchs. Frey a marqué 12 buts sur les 9 derniers matchs. Il en était à 8 buts avant ce match-là. C'est pour vous dire en fait la progression qu'a eu le joueur. À côté de ça, Marseille, on peut penser, parce qu'on en a parlé, qu'il n'était pas si fort que ça, mais ce match-là se trouvait vraiment entre l'aller et le retour contre Liverpool. Il servait de préparation pour le match retour face à Liverpool en Coupe de l'UEFA. Et quand tu vois la débauche d'énergie dans ce match-là, honnêtement, si t'es supporter marseillais, t'avais peur le match qui suivait contre Liverpool. Donc, on a dit Batles ouvre le score. Frey égalise, puis donne l'avantage aux Rennais juste avant la fin de la première période. S'ensuit une course-poursuite terrible. Et je vous conseille vraiment, les plus jeunes et les moins jeunes, si vous avez accès à un moyen de trouver ce match-là, très franchement, je vous le conseille parce que de la première minute jusqu'à la dernière minute, ça part dans tous les sens. La deuxième période est une des plus belles deuxièmes mi-temps qu'on ait eues en Ligue 1.
Et franchement, je n'abuse pas, je ne vous vends pas un tapis dégueulasse, je ne vous vends pas une crème hydratante qui n'hydrate pas, je vous vends un véritable bon match de Ligue 1 et légendaire, où tu vas avoir donc Drogba qui va égaliser, et je vous invite, si vous êtes un jeune attaquant, à apprendre beaucoup de son déplacement de cet homme-là, parce que si le but n'est pas en soi exceptionnel, concentrez-vous quelques temps sur le déplacement d'un attaquant, d'un vrai numéro 9, ça me fait toujours autant d'effet, vous voyez, le fait d'en parler, et pourtant on parle de Didier Drogba qui est un joueur de l'OM, ça m'émeut toujours. Après, la passe de Mido, de mémoire, est aussi assez incroyable. Donc, le tempo... que les passeurs s'inspirent aussi de la passe de Mido. C'est clairement mais ça signifie aussi, ce duo marchait très très bien, hein. Alors, ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est que oui. Mido, tout le monde l'a oublié, tout le monde pense que c'est un flop, etc. Mais si la saison de Drogba est aussi belle qu'elle l'est, elle l'est paradoxalement aussi grâce à un Mido qui accepte ce rôle de second attaquant, de j'ai pas la lumière, de je fais les efforts, de je suis à l'avant ou à l'avant-dernière passe. Mais oui, Mido fait une saison cohérente. Bon, il partira, ça partira en eau de boudin aussi, mais ouais. Bon, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai duo, notamment en première partie de saison, et du coup, forcément, ce duo marche bien dans une défense qui n'était pas très sereine quand même du côté de Rennes. Il y aura une éternelle, en fait, il y aura une course-poursuite tout au long du match, parce que Fry va mettre son triplé pour redonner l'avantage à Rennes. Derrière, Mido va marquer un but, Mido, j'ai envie de dire, un but de bagarreur pour égaliser. 2 minutes après, on l'a vu, t'en as parlé tout à l'heure, Adri. Non, ça c'est le premier but. Il y a une passe la passe de Shalström. Franchement, elle me met toujours, elle me met toujours sur le derrière, pour rester poli. Ouais, ça c'est une passe Ligue des Champions. Ça c'est une vraie passe. Merci pour l'ouverture de la porte. Merci pour l'ouverture de la porte. Et derrière, Fry conclut 4-3. Vous pouvez penser que c'est terminé. Derrière, tu auras une frappe sur la barre, je crois, de Drogba. Tu auras un dernier face-à-face loupé du côté rennais. Et surtout, image forte, je crois que c'est Piquion qui loupe son dernier face-à-face face à Barthez. Et l'image qui est très forte, on l'aperçoit sur le match. Au moment où Fry sort après son quadruplé, forcément, il est applaudi par tout le stade qui, il faut le dire, était majoritairement pour l'Olympique de Marseille, puisqu'à cette époque-là, le déplacement au stade rennais, c'était vraiment 80% de Marseillais qui allaient au stade. D'ailleurs, José Anigo, la saison d'après, aura eu une belle sortie sur les supporters du stade de la Route de Lorient. Et Drogba vient saluer, serrer la main à Alex Fry c'est un peu la naissance de 2 grands attaquants. Bon, un plus grand que l'autre par rapport à sa carrière. Moi, ce que j'aimais bien avec Fry, c'est quand... Il paye pas de mine en fait quand tu le vois comme ça. Il a pas de grande qualité physique. C'est ça. C'était pas le plus grand des dribbleurs. Il avait pas non plus super vite, mais un peu dans le même style que Paoletta. C'était vraiment l'intelligence du buteur qui le caractérisait et qui en faisait un attaquant vraiment à part. Et vraiment, j'étais ultra fan de ce joueur. Là, on le voyait bien. Il avait les joues roses. Joues roses, c'était après le quadruplé. Donc voilà, Kevin De Bruyne, c'est à qui il doit tout ça. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que pour aller plus loin que ce match-là, et très franchement, j'insiste sur ça, les gars. Je vous garantis, vous n'allez pas perdre 90 minutes de votre vie. Ça commence vraiment à la première minute, le match. Direct. Tu connais, tu sais où va aller ce match d'entrée. C'est surtout que Fry, en fait, ça a été un joueur qui, pour moi, est resté trop longtemps sous silence. Je parle dans la reconnaissance de la Ligue 1 et du championnat. C'est quand même un joueur qui a claqué 3 saisons à plus de 20 buts. C'est un joueur qui, même quand il allait pas bien en club, en sélection nationale, il l'a porté quand même, et c'est ce qui lui a permis d'aller d'ailleurs au Borussia Dortmund. Mais c'est de ces attaquants qui, je pense, tu parlais, Alex, il payait pas de mine physiquement, et pas que payer de mine, il avait vraiment des problèmes physiques parce qu'il a eu quand même pas mal de blessures tout au long de sa carrière. Je pense vraiment que ces blessures lui ont fait peut-être manquer ce fameux palier exceptionnel qui lui manquait pour réaliser une carrière hors norme. Ouais. Mais oui, le Stade Rennais à cette époque-là avait un duo Monterrubio-Fry qui n'était pas encore le duo à ce moment-là. T'avais Étienne Didot au milieu de terrain bien aussi, sûr. J'aimais beaucoup. Bien sûr. Étienne Didot, très très bon milieu. T'avais Barbosa.
T'avais Sorlin. T'avais Sorlin, T'avais Fati. Alors Barbosa, moi j'ai toujours la voix d'Antonetti qui résonne. Il fait qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il descend à chaque fois, il descend en Ligue 2 dans tous les clubs où il passe. C'était assez terrible. Les punchlines d'Antonetti à l'époque, c'était quand même quelque chose. Enfin, à l'époque, même encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est toujours un plaisir. Et puis bon, alors ne soyez pas choqués si vous regardez le match, vous allez voir un stade vétuste. Il n'est pas vétuste. Le stade de la Route de Lorient était en travaux pendant 6 saisons, je crois. Donc forcément, il y avait une tribune qui était fermée. Mais voilà, j'insiste vraiment sur ce match qui est pour moi le match charnière du Stade Rennais du début des années 2000, qui sortait d'une saison avec Vaïd où il s'était maintenu plutôt facilement, qui ont essayé de passer ce palier cette saison-là, et toutes les saisons d'après du Stade Rennais, notamment la qualification en Coupe de l'UEFA, ont démarré à mon sens ce soir-là, où Monterrey-Gaufrail, le duo est né, où Schallström allait être le Schallström qu'on allait connaître la saison d'après. Et où voilà, la solidité rennaise et l'intelligence des recrutements ont fait que cette équipe a pu se construire sur ce match-là. Max, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que tu nous dirais pas un petit mot tout de même sur la dernière saison de la JOCR, de la grande JOCR qui nous a fait rêver au début des années 2000 avec tous les Cissé, les Mexès, les Capots, et justement en plus c'était aussi la saison de transition avec les nouvelles stars qui étaient arrivées, les Akale, tout ça. Ça serait pas mal. The Last Dance. C'est un peu ça. C'est un peu, pour paraphraser quelque chose qu'on a vu il y a quelques temps en NBA, The Last Dance, mais version bourguignonne, tu vois, avec moins de moyens. Mais au-delà de ça, c'était effectivement la saison 2003-2004 qui est la dernière de 4 joueurs qui auront marqué véritablement l'histoire de la JOCR, mais véritablement, parce qu'à eux 4, ils ont plus de 800 matchs. De 800 matchs de Ligue 1 sous le maillot du club bourguignon. Donc Djibril Cissé, Olivier Capot, Philippe Mexès, Jean-Alain Boumsong. Ils auront ramené la Ligue des Champions, ils auront ramené la possibilité de jouer la Ligue des Champions à la Baie des Champs. Ils auront connu tous les 4 l'équipe de France pendant leur période auxerroise. Certains développeront leur carrière internationale juste après, d'autres s'arrêteront plus ou moins à cette période-là, et on pense notamment, quand c'est comme ça, à Olivier Capot, qui n'a pas eu une carrière internationale assez légendaire. Mais cette saison-là, donc encore une fois pour les nostalgiques, je vais pas vous prendre non plus toute la fin d'émission, mais la saison 2003-2004, hormis Djibril Cissé qui termine meilleur buteur avec 26 buts de très loin, eh bien c'est une saison absolument formidable du côté de la Bourgogne. On verra un Philippe Violo qui sera revenu aux sources et qui va permettre aussi à Auxerre de stabiliser son milieu de terrain. On aura un Timou Taigno qui aussi fera pas mal de misère à de nombreux clubs. On parlait tout à l'heure de Kallström. On peut aussi penser à Taigno, qui est un joueur... Le but contre l'OM avec cette espèce de petit pont où il va derrière s'arracher pour marquer, il est assez fou contre l'OM. Exactement, récupération à 30 mètres, prise de balle, petit pont sur Daniel Van Buiten, et derrière ça enchaîne pied droit sous la barre de Fabien Barthez, qui en aura vécu des sales soirées quand même sur cette demi-saison. Et voilà, c'est cet AJ-Auxerre là qu'on reverra quasiment plus jamais. Alors ils auront gagné aussi une Coupe de France l'année d'avant contre le Paris Saint-Germain. Nico, peut-être que tu as oublié ce souvenir là. Non, j'ai pas oublié. J'ai clairement pas oublié. Par contre, je rebondis juste sur un truc, puisque là je vois les images qui défilent. Merci à l'équipementier d'Auxerre et du Mans qui ont uniformisé quand même des maillots un peu plus fit et un peu moins larges. C'était quand même des super beaux maillots qu'avait Auxerre. Non, mais le maillot de la GIA cette saison, franchement, c'est l'un des plus beaux de l'histoire de la Ligue 1. Oui, je veux rien savoir. Avec ce sponsor, avec ce sponsor-là. Avec le sponsor, clairement. Incroyable. Ouais. Tu mets ça va dans le même lot que les maillots Sony Ericsson de l'OM, le maillot doré du RC Lens. Ça, c'est dans la légende, les maillots comme ça. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Ils sont plus beaux que les maillots Rica Lewis. Hein.
Allez. Le recobal perdu. Et au-delà de ça, ce qui était drôle, c'est que c'est quelque chose qu'on ne voit plus du tout. C'est que Djibril Cissé célébrait tous ses buts en enlevant son maillot, avec en dessous un Marcel avec des petits messages. C'était un peu, il y a eu la bandelette de Touafiou Maoulida, il y avait les Marcel floqués de Djibril Cissé, avec un petit mot pour des gens de sa famille, pour le public, pour des coéquipiers blessés. Mais il célébrait tous ses buts en retirant son maillot. Donc si certains sont intéressés, vraiment, je vous conseille de regarder ça, de checker aussi leur dernier match à la Baie des Champs, où ils sortent tous un petit peu en pleurs, parce que justement, j'ai l'impression, et même s'ils gagnent la Coupe de France l'année d'après contre Sedan, que ce soir-là, c'est un peu la fin de la JOCR telle qu'on l'a connue nous dans notre jeunesse, et telle que les plus jeunes du chat ne l'ont pas connue, parce qu'après ça a été un peu le début de la débandade, le départ de Giroud, etc., et on va dire le côté stagnant en Ligue 2 maintenant. Donc voilà, pour les Bourguignons nostalgiques, s'il y a une saison à se refaire, c'est aussi celle-là qui est un peu la plus triste, qui marque la fin d'un cycle, mais qui est l'une des plus belles, et Auxerre finit 4e de mémoire. Est-ce que tu as parlé de Khalilou Fadiga? On le réclame sur le chat. Alors Khalilou Fadiga, c'était l'année d'avant. Il est voilà. remplacé notamment par ceux que tu as cités tout à l'heure. Exact, oui. Les Akalé, les Kalou aussi. On n'a pas parlé de Bonaventure Kalou, mais lui aussi, on en parlait juste avant l'émission, qui pouvait être un joueur totalement banal, comme la réincarnation de Romario sur certains matchs. donc véritablement, on a de tout avec cet AJ-Auxerre. Et surtout une défense. Alors on n'a pas cité Johan Radet, Jean-Sébastien Jaurès, Fabien Cole. Avait des bons joueurs de Ligue 1, des bons joueurs de club. Yann Lachouer, un mot pour Yann Lachouer, qui fait meilleur passeur de Ligue 1, et qui était véritablement un pourfendeur de caviar. Et je pense que si Djibril Cissé en met 26, Lachouer lui en offre au moins une dizaine. Oui. Et parmi les numéros 10 un peu à l'ancienne, qu'on a perdu aussi, le football ayant évolué, Yann Lachouer, véritablement, c'était vraiment un de ceux qu'on cite depuis tout à l'heure dans la lignée des Kallström, en plus français, en plus terroir. Mais, c'est ça, le numéro 10 terroir. Voilà, grande Yann Lachouer. Ouais. Alors juste, je réponds à GP sur le chat, c'est pas Salomon, c'est Bonaventure. C'est Bonaventure, ouais. Ouais, Salomon, c'était le petit frère qui lui a fait carrière à Chelsea, qui d'ailleurs a fait une plus grosse carrière que le grand frère. Le grand frère, quand il a été transféré dans un certain club, il avait fini le jeu pour lui. Enfin bon. On voit le Parisien un petit peu déçu. Écoutez, il est 12h30, quasiment tout pile. On va pouvoir terminer cette émission à temps pour que vous puissiez enchaîner tranquillement avec le Saint-Étienne-Brest de 13h. Merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux malgré nos soucis techniques du jour. On espère que ça se réglera d'ici la semaine prochaine pour donc le prochain stream Ligue 1 Legends samedi 10h30. On enchaîne avec une deuxième émission d'affilée. Ce sera une émission spéciale 99-2000. Encore une très très belle saison de Ligue 1 sur laquelle on pourra revenir bien en détail. J'espère que vous avez apprécié tout de même cette émission en mode podcast, et on vous souhaite tous un très très bon week-end. Merci à tous, merci à vous messieurs pour vos chroniques et pour avoir partagé ce bon moment avec nous. C'était un plaisir. Merci Alex. Merci au chat. Plaisir, et merci au chat à tous ceux qui sont restés. Nombreuses personnes qui étaient là. C'était un bonheur. J'espère que vous avez apprécié. Et évidemment, n'hésitez pas à follow la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Passez tous un très très bon week-end et à la prochaine. Ciao. Salut. Bon week-end.